Au nom du collectif Strasbourg-Palestine et au nom de l'association Abyssinie, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier infiniment pour votre présence. Alors je ne vais pas m'exprimer longtemps parce que j'ai la voix cassée. Je vais vous demander, s'il vous plaît, d'accueillir chaleureusement Dr Christophe Oberlin. Les applaudissements. Merci beaucoup. Dr Christophe Oberlin, donc, qui est chirurgien, professeur en médecine, auteur de nombreux livres, donc va nous présenter son dernier livre, donc, qui est la biographie de Cheikh Yassine, que vous allez pouvoir vous procurer en fin de soirée et également profiter. Aucun bénéfice. Il fait aucun bénéfice. Je vous l'ai dit tout à l'heure à certaines personnes, je le répète. Donc sur les ventes, il n'y a aucun bénéfice. Hein. Vous allez pouvoir aussi profiter d'une petite séance de dédicace, des échanges. Après son intervention, il va y avoir des échanges avec le public, donc n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez également un petit buffet pour vous restaurer. Est-ce qu'on va faire une entracte, Richard? Non, donc à la fin, il y aura un buffet qui nous a été gentiment préparé par les dames qui sont juste là. Donc merci à toutes et à tous et passez une agréable soirée. Merci. Merci Leïla Siabi, merci Chaban, merci à tous et à toutes d'être ici ce soir. Je voudrais d'abord vous dire quelques mots concernant mon ami Gilles Devers. Gilles Devers est cet avocat remarquable, un immense avocat que je connaissais très bien puisqu'il m'a fait l'amitié de me prendre un peu en confident. Et au cours des 15 années qui viennent de s'écouler, j'ai été en communication avec lui très régulièrement, 30 minutes, au moins 3 fois par semaine. Et pendant ces 15 années, il m'a tenu donc presque quotidiennement au courant de tous les développements de l'actualité juridique qu'il développait en direction de la Cour pénale internationale et puis en direction aussi d'un certain nombre d'autres tribunaux. Et disons que ça a été mon mentor. Hein. Je suis médecin, je ne connais pas le droit, mais je me suis rendu compte à quel point la médecine et le droit étaient très proches, en ce sens qu'on se fixe un objectif, et puis une fois qu'on l'a atteint, eh bien c'est inscrit. Vous voyez, en médecine, on réussit à guérir une maladie, bon, ben, on sait qu'on va pouvoir progresser et passer à autre chose. Donc il m'a appris que le droit est quelque chose d'évolutif, qui se transforme, et puis en même temps, il faut y croire. Et Gilles avait vraiment la foi. Dès nos premiers contacts dans les années 2010, 2012, et puis surtout à partir de 2014, eh bien, il m'a expliqué toutes les étapes qui allaient être franchies pour aboutir à ce qu'il a finalement pu constater 2-3 jours avant sa mort, c'est-à-dire finalement l'émission de mandat d'arrêt envers les plus hauts criminels de guerre israéliens. Alors, je pourrais vous parler du droit jusqu'à demain, parce que toutes ces étapes, globalement, il faut comprendre qu'elles ont été nécessaires. En ce qui concerne les crimes les plus sévères, qui sont les crimes de guerre, eh bien, la plus haute juridiction internationale, c'est la Cour pénale internationale. Et il y a un statut. Ce statut, d'ailleurs, je l'ai dans ma sacoche, et j'ai revérifié un certain nombre de points en venant à Strasbourg, dans le train, à la suite de ce communiqué du ministère français des Affaires étrangères, qui est une catastrophe, je dirais, en dehors même de l'éthique et de la morale, qui est une catastrophe en droit et qui peut être démontée en droit en 5 minutes. Eh bien, c'est Gilles qui m'a appris justement à lire ces textes que je lis finalement un peu comme une langue, qui est assez facile à comprendre. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de la Cour pénale et puis vous demandez les statuts en français ou les dernières nouvelles, et on s'y fait assez vite. Et c'est Gilles vraiment qui m'a appris tout ça avec une pédagogie formidable, qui était à la fois un optimiste sur l'avenir finalement de ces procédures, qui n'a jamais ralenti. Quand je lui disais, mais le procureur ceci, il dit, écoute, Christophe,
Moi, je me suis battu toute ma vie contre les procureurs. Ça ne me pose aucun problème, vous voyez. Et puis, il partait d'un éclat de rire. Et avec quelques exemples bien cités, eh bien, il arrivait à me convaincre. Donc, c'était à la fois un très grand juriste, un très grand pédagogue, et puis en même temps quelqu'un qui, évidemment, au-dessus finalement du juridique, avait mis un certain nombre de valeurs qui sont les valeurs que nous partageons tous. Alors c'est une perte en ce sens que nous sommes tous d'une très grande tristesse, mais en même temps, le travail accompli est là, d'autres prendront le relais, et finalement la machine est lancée, et cette machine juridique internationale, eh bien, elle nous donne beaucoup d'espoir en réalité, malgré la défaite finalement des politiques occidentaux. Voilà. Gilles a écrit un certain nombre de bouquins. Il y en a un, peut-être, je ne sais pas s'il y en a encore. En tout cas, il a écrit une histoire juridique de la Palestine, qui a un titre un petit peu long, c'est Jérusalem-Est sous la protection du droit international. Mais le contenu, c'est l'histoire juridique de la Palestine, où il reprend tous les textes, les faits juridiques qui permettent aujourd'hui, finalement, eh bien, de tenir la route en discussion juridique face à n'importe quel argumentaire. Il y a un autre livre qu'il a écrit qui n'est pas publié, mais que j'ai énormément apprécié. Il faudra qu'il soit publié. C'est une histoire juridique de la Guadeloupe. Car parmi tous les chantiers qu'a ouvert Gilles avec beaucoup de succès, eh bien, il y a le chantier des descendants d'esclaves dans les Antilles françaises, avec des questions juridiques qui, depuis l'abolition entre guillemets de l'esclavage, n'ont toujours pas été tranchées et qui méritent qu'on s'y intéresse sur le plan juridique. Et là aussi, il a écrit un bouquin très solide et tout à fait passionnant. Alors, je vais vous parler maintenant du Cheikh Yassine, et puis après, je vais à Gaza 3 fois par an depuis une vingtaine d'années. La dernière fois que j'y suis allé au mois d'avril dernier, 2023. Et au moment des questions-réponses, si vous voulez, je répondrai à vos questions sur ce témoignage de terrain, mais enfin, je suis un parmi tellement d'autres que je ne suis pas sûr. Bon, en tout cas, on peut en parler. Le Cheikh Yassine, pourquoi le Cheikh Yassine? Alors, quand je suis arrivé à Gaza, je suis arrivé de façon très discrète. On m'a emmené voir les uns et les autres après mes opérations ou mes cours. Et je me suis familiarisé. J'étais très ignorant. J'ai écrit pendant une dizaine d'années des articles simplement, de témoignages, des chroniques au retour d'un voyage, à l'occasion des notes qui ont été prises. Eh bien, on raconte une rencontre ou un événement ou quelque chose de significatif. Et puis, au bout de 10 ans, je me suis rendu compte que j'avais finalement la matière à aller plus loin et à écrire des bouquins. Alors j'ai arrêté d'écrire des articles et j'ai écrit des bouquins, mais un peu comme quelqu'un qui construit sa propre connaissance dans l'idée de la transférer à d'autres. Donc il y a un ordre. On commence par quelque chose de simple. J'ai fait la biographie de mon ami Mohamed Rantissi, le chirurgien, mon premier élève, entre guillemets, à Gaza, qui aujourd'hui consulte dans un espèce d'autobus qui circule au milieu des décombres et continue à opérer les patients qu'il voit en consultation, rapidement, dans un hôpital dont je ne citerai pas le nom, de peur qu'il soit bombardé demain, mais qui fonctionne encore très correctement. On fait de la belle chirurgie, oui. Donc j'ai fait sa biographie. J'ai obtenu une bourse de la Société française de chirurgie de la main. Elle est venue passer 3 mois à la maison avec mon épouse, mes enfants. Et à cette occasion, je lui ai demandé de me raconter sa vie. Puis il est retourné à Gaza, juste au moment pour voter au moment des élections de 2006. Vous savez que le Hamas a gagné. Comme il est considéré Hamas, et bien depuis, il n'a pu sortir de la bande de Gaza un seul jour. Donc j'ai écrit sa vie, c'était le parcours, si vous voulez, d'un Palestinien. On aurait pu prendre beaucoup d'autres, mais en tout cas, chaque Palestinien a une histoire à raconter. Et puis après, je me suis intéressé à l'histoire, et puis après à différents événements. Et il y a 2 événements qui m'ont frappé. Le premier, c'est l'épisode de 1992 où Rabin a envoyé 400 Palestiniens du Hamas et du djihad islamique qu'il a capturés, qu'il a envoyés au Liban pour s'en débarrasser, pour pouvoir négocier finalement les accords d'Oslo en éliminant, pensait-il, une partie de l'opposition. Et ça a donné un bouquin qui s'appelle Marj Zour, je ne sais pas s'il y en a encore ici, mais ce bouquin Marj Zour, c'est le lieu-dit du Liban, où
où les 400 ont été envoyés la nuit en hiver, dans la neige, et ils étaient à peu près comme vous, ils sont restés collés les uns contre les autres. Ils ont dit non, on ne rentrera pas dans le Liban, on reste sur place. Alors c'était pas prévu. C'était pas prévu. La neige, l'hiver, les journalistes sont arrivés. Il n'y avait pas Internet, mais ça fait un buzz extraordinaire. L'ONU a condamné en 24 heures. Les journalistes du monde entier sont venus. Ils sont restés 1 an là-haut. Ils ont créé une université, un dispensaire médical. Ils ont fait des cours, passé des diplômes. C'est-à-dire qu'ils ont créé une espèce de micro-société très intellectuelle pendant 1 an. Et ça a été le démarrage au niveau international, finalement, là. Le Hamas, le mouvement, a accédé à la notoriété internationale. Et 20 ans après, c'était des anciens de Marjezour qui sont devenus Premier ministre, Ismaël Haniyeh, paix à son âme, Mahmoud Zahar, ministre des Affaires étrangères, Omar Saleh Ferwana, doyen de la faculté de médecine qui a été tué depuis octobre, le 7 octobre, et puis beaucoup d'autres. Donc finalement, ils ont retourné cette tentative de déportation d'une manière extrêmement positive. Et aujourd'hui, les historiens se rendent compte que cet épisode totalement ignoré, même de la plupart des Palestiniens, eh bien, s'inscrit dans l'histoire du mouvement. Et comme le mouvement s'inscrit dans la grande histoire, eh bien, finalement, c'est quelque chose d'important. Et j'ai reçu, il y a une vingtaine de jours, la visite d'un documentariste britannique qui a découvert cet épisode et qui est en train de faire un vrai film documentaire sur Marjezour pour la télévision britannique. Vous voyez, ces épisodes anciens, méconnus, eh bien, il y a un moment donné où l'histoire les fait remonter à la surface. Et il y a un deuxième épisode qui m'a semblé important, c'est l'échange de prisonniers qui a eu lieu en 2011, puisque, vous vous en souvenez, contre un soldat franco, entre guillemets, israélien, 1027 prisonniers ont été échangés au bout de 5 ans et demi de négociations. Et j'ai écrit ce livre en m'appuyant notamment sur le négociateur principal du côté palestinien, qui était Mahmoud Zahar, qui m'a expliqué, c'est dans mon petit bouquin, qui m'a expliqué la technique pour faire un échange de prisonniers. Vous voyez, à partir du moment où, du côté palestinien, on a des exigences, les plus longues peines, les plus âgés, d'abord les femmes et les enfants en premier, après les plus longues peines, les plus âgés, les malades, vous voyez. Et donc c'est des tas de noms qui circulent, qui sont soumis à une triple consultation. Il y a la liste politique, la liste des militaires, la liste des prisonniers eux-mêmes, parce que tous ces prisonniers sont maintenant 10 000, eh bien ils élaborent des listes, en cas d'échange, de listes de prisonniers qu'il faudra présenter, vous voyez. Et du côté palestinien, eh bien, Mahmoud Zahar proposait une première liste, ou des noms même, individuellement, puisqu'il s'agit d'individus, à la partie israélienne, qui acceptait, qui refusait, etc. Et puis on recommence, etc. Donc, un échange de prisonniers, pour faire court, un échange de prisonniers, c'est un processus de très longue durée. À moins d'imaginer que les Israéliens acceptent de libérer les prisonniers otages, tous les prisonniers otages palestiniens dans les prisons israéliennes, contre tous les prisonniers otages israéliens dans les prisons palestiniennes, ce qui serait évidemment l'idéal. Eh bien, malheureusement, ça n'aura pas lieu. Donc, chaque nom doit être discuté. Donc, il n'y a strictement aucune chance, entre guillemets, qu'il puisse y avoir un cessez-le-feu des violences actuelles accompagné d'une libération de tous les otages prisonniers israéliens. Ça n'aura pas lieu, évidemment, puisque l'un des 3 objectifs du 7 octobre pour les côtés palestiniens, c'était de vider les prisons israéliennes dans une certaine mesure. De la même manière qu'il n'y a pas une famille palestinienne qui n'ait pas des martyrs dans sa propre famille proche, il n'y a pas une famille palestinienne qui n'a pas des prisonniers dans sa famille proche. C'est une plaie, c'est un fardeau permanent de toutes ces familles. Et je passerai sur la propagande que vous connaissez, mais en tout cas, il faut savoir ça à l'esprit. Et donc, ce n'est pas demain que tous les prisonniers israéliens seront libérés, et ça ne tient qu'à la partie israélienne d'en décider, en tout cas. Mais les cartes sont sur la table, et le mode d'emploi, si j'ose dire, est connu depuis bien longtemps.
Et puis, de bouquin en bouquin, je me suis rendu compte finalement qu'il y avait une espèce de grand retour en arrière à faire, parce que finalement, il y a une personnalité que je ne connaissais pas. Je l'ai croisé juste une fois, tout à fait par hasard. Je me souviens très bien de son visage, il m'a fait un grand sourire, on s'est salué, mais ça n'avait pas été plus loin. C'était, rappelez-vous, il a été assassiné il y a maintenant 20 ans, en 2004. C'était tout à fait au début de mon expérience palestinienne. Eh bien, je me suis rendu compte finalement que tous ces gens que je rencontrais, des grands, des petits, des dirigeants politiques, j'ai rencontré presque tous les grands dirigeants politiques du mouvement, à part Yahya Sinwar. Yahya Sinwar était quelqu'un qui a été éduqué du fait de son parcours dans la culture de se méfier de la communication, se méfier du téléphone, se méfier d'un certain nombre de choses. Et donc Yahya Sinwar, malgré toute la sympathie, ne recevait personne, pratiquement personne. Par contre, je peux dire pratiquement tous les autres responsables du mouvement, j'ai eu l'occasion de les voir, parfois un nombre important de fois. J'ai discuté par des dizaines et des dizaines d'heures avec certains. Et donc, ils m'ont fait cette amitié, cette confiance. Et je me suis rendu compte finalement que tous ceux que je rencontrais, ou presque, eh bien, se référaient à un maître qui était le Cheikh Yassine. Alors, petit à petit, dans mon esprit, l'image du Cheikh Yassine, qui était au début celle d'un personnage haut en couleur, souriant, séduisant, mais peut-être un petit peu mythique, en tout cas, iconique plutôt, vous voyez, eh ben, je me suis rendu compte que c'était tout le contraire. C'était quelqu'un, au contraire, qui a été un maître intellectuel extrêmement puissant sur tous ceux qui l'ont entouré et qui, tout au long de leur vie, le premier que j'ai connu, par exemple, c'est Abdelaziz Rantissi, eh bien, tous se référaient au Cheikh Yassine, et quel que soit leur caractère, Abdelaziz c'était plutôt du genre locomotive, hyperactive, d'autres étaient beaucoup plus studieux peut-être dans la forme, comme Moussa Abou Marzouk, tous se revendiquaient du Cheikh Yassine. Alors je me suis dit, là, vraiment, j'ai regardé ce qu'il y avait dans la littérature, très peu de choses. Il y avait quelques livres en arabe dont j'ai fait la traduction, mais dont j'ai fait faire la traduction, hein, là je me vante. Mais finalement, je me disais que Cheikh Yassine, c'est au monde occidental, celui qui pèse tellement malheureusement sur le sort de toutes ces régions, c'est au monde occidental qu'il faut le faire découvrir, en tout cas essayer de le faire découvrir. Alors comme il n'était plus là, comme le Cheikh Yassine, vous le savez, à l'âge de 16 ans, est devenu tétraplégique, et moi qui suis chirurgien spécialisé dans le traitement des paraplégies, des paralysies, la tétraplégie évidemment c'est quelque chose qui me parle, qui me sensibilise beaucoup, et il n'a rien pu écrire. Donc les sources, ben, il n'y a pas de source écrite pratiquement concernant le Cheikh Yassine. Alors je me suis dit, moi puisque j'ai la chance de pouvoir profiter, entre guillemets, de tous mes séjours à Gaza, je vais aller interroger le maximum de témoins pour qu'ils me parlent du Cheikh Yassine. Et puis, pour les arabisants, et il y en a sûrement un certain nombre dans la salle, eh bien, il y a une autre source qui est très puissante, c'est que dans les très rares moments de sa vie où Cheikh Yassine a pu s'exprimer en dehors d'une prison et devant un journaliste compétent, Ahmed Mansour de la télévision Al Jazeera, qui était à tous ses débuts, hein, c'était le début d'Al Jazeera, eh bien, Ahmed Yassine, un jour, a fait une interview, a donné plutôt à Ahmed Mansour, une interview fleuve qui a duré, il y a plus de 6 heures d'enregistrement, et qui sont accessibles sur YouTube. Levez la main à titre indicatif, qui a écouté sur YouTube la longue interview par Ahmed Mansour? C'est pas beaucoup, un petit peu, je l'ai vu un 3, petit 4, peu. 5, vous voyez. Voilà. C'est une source formidable, et je me suis aperçu que beaucoup des gens que je connaissais, notamment des Palestiniens, eh bien, avaient une vision assez lointaine finalement du Cheikh Yassine. Beaucoup d'estime, un grand sourire, oui, à chaque fois qu'on prononce le mot Cheikh Yassine, on voit les gens qui sourient, vous voyez, comme vous voyez. Mais et puis si on les interroge, en fait, bon, voilà, il est là, le Cheikh Yassine, mais bon, on ne sait pas très bien. Alors j'ai bénéficié justement de cette confiance, et je veux dire que j'ai eu une trentaine d'entretiens dont la plupart ont été formidables. C'est-à-dire que je suis arrivé
étant introduit depuis presque 20 ans, plus de 20 ans même, dans la bande de Gaza, donc on me connaît, j'ai écrit des bouquins, certains ont été publiés en arabe, et donc j'ai été très très agréablement surpris de la manière dont certains, que je n'avais jamais rencontrés auparavant, eh bien, m'ont raconté véritablement tout ce que le Cheikh Yassine leur avait dit, leur avait raconté, avec beaucoup d'anecdotes, car le Cheikh Yassine, avec beaucoup d'humour aussi, et c'est comme ça que j'ai pu, à partir de son entretien fleuve, reconstituer sa vie, la compléter, en sachant que l'entretien qu'a donné le Cheikh Yassine, eh bien, était un entretien où il n'était pas libre de parler de tout ce qu'il voulait, puisque c'était en 1998, c'était un moment où le mouvement était sous très forte pression, une bonne partie des leaders étaient en prison, l'autorité palestinienne réprimait de son côté. Donc quand on s'exprime pendant 6 heures devant un journaliste, il ne faut pas, par exemple, délivrer des messages qui pourraient nuire à telle ou telle personne, qu'elle soit en prison ou qu'elle soit en dehors de la prison. Et là, à des moments, il m'est arrivé d'éclater de rire en écoutant cette interview, parce que Ahmed Mansour le journaliste, essaye de lui faire dire des trucs. Et puis l'autre, il veut pas, parce qu'on sait très bien que ça n'irait pas. Alors le journaliste, qui est un très bon journaliste, revient à la charge 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et là, on voit tout l'humour, finalement, du Cheikh Yassine. Par exemple, quand il lui demande plusieurs fois, mais enfin, quand vous étiez en Égypte, vous avez bien rencontré des responsables, des frères musulmans. Ah non, non, pas du tout, non, moi jamais, personne. Et puis, à la 4e question, la 4e fois, il dit « Ah, si, 1 fois. » Ah bon? C'était quand? Ah ben c'était... Je me promenais tout à fait par hasard dans le Caire, et puis il y avait une librairie, et puis on me dit, vous savez qu'il y a quelqu'un qui vient présenter un bouquin, qui est là dans cette librairie, vous savez qui c'est? C'est Seyed Koutoub. Ah bon, très bien. Et le Cheikh Yassine s'arrête et c'est tout. Et il ne dit rien de plus, vous voyez. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui souvent nous fait sourire. Et donc j'ai eu beaucoup d'anecdotes, j'aime beaucoup les anecdotes parce que c'est ça qui montre l'humanité des gens, qui montre le vrai fond finalement. Et donc ces 30 témoins m'ont raconté, et tout ça fait l'objet d'enregistrements parce que j'osais finalement dans ces dernières années arriver, poser un magnétophone sur la table, et puis on l'oublie et on en fait ce qu'on veut. Donc ces entretiens sont d'une richesse vraiment incroyable. Alors ce Cheikh Yassine, il est né, sa date de naissance, elle est variable selon les sources, mais autant de tourner vers le cheikh lui-même qui disait qu'il était né en 1936, c'est-à-dire l'année de la grande révolte arabe, et puis il décrit son enfance dans un petit village qui est juste au nord de la bande de Gaza, qui est le village de Al-Joura, juste à côté d'Ashkelon. Ashkelon, c'est tout petit peu à l'intérieur des terres, et Al-Joura, c'est finalement le port d'Ashkelon sur la mer. Et il décrit tout ça, il décrit ce qu'est la Nakba, 1948, comment tout ça, enfin vous verrez dans le bouquin, il le décrit avec des images, vous voyez, moi je pourrais presque dessiner un petit peu le cheikh avec une petite chèvre en train d'observer une espèce de bataille navale qui avait lieu devant lui, dans la baie devant Al-Joura. J'ai même eu un témoignage, tenez-vous bien, d'une dame qui, ça c'est pas dans le bouquin, mais qui jouait, étant enfant, dans le village d'Al-Joura avec le petit Ahmed Yassine, et qui raconte que Ahmed Yassine la poussait sur la balançoire, vous voyez, comme ça, vous voyez, donc tout ça c'est des images qui frappent. Là, je raconte une anecdote, il y en a 100 dans mon bouquin, parce que tous les récits que m'ont fait les différents participants sont truffés d'anecdotes. Alors, le Cheikh Yassine, le père est mort, il se retrouve à Gaza, il va un petit peu à la pêche, enfin, c'est une catastrophe. Et puis voilà qu'un jour, mais là par contre, je vais vous la raconter peut-être en détail, parce que c'est plus qu'une anecdote. Si l'épisode où le Cheikh Yassine devient tétraplégique, paralysé des 4 membres, lorsqu'il a 16 ans, ça se passe sur la plage, et il dit qu'il a eu, en faisant un accident de sport, un faux mouvement, il est tombé et il est tétraplégique. Bon. Moi qui suis chirurgien spécialisé dans ce domaine,
me dit c'est un peu court, c'est quand même un peu bizarre. Bon. Et puis la réalité de l'épisode, elle m'a été racontée bien plus tard par l'un de ses gendres, 8 filles, vous voyez, et 3 garçons, donc 8 filles, 8 gendres. L'un de ses gendres qui était son aidant, parce que finalement, depuis sa tétraplégie, et qui s'est aggravé avec le temps, eh bien, il a vécu des dizaines et des dizaines d'années avec des aidants autour de lui, 24 heures sur 24, pour le faire boire, manger, pour les soins d'hygiène, pour chasser une mouche sur son visage. Dans aucune société occidentale, enfin, il n'y a que dans une société extrêmement solidaire qu'on peut survivre jusqu'à l'âge de 67 ans en étant tétraplégique. Dans toutes les autres sociétés, si vous avez vu un film, par exemple, qui est très émouvant, qui s'appelle No Other Land, pas d'autre pays. C'est un film qui est sorti récemment et j'ai été frappé par une chose dedans, c'est que dedans il y a un tétraplégique. Un jeune qui est tétraplégique, bon, à la fin du film, il est mort. Parce que sous une tente, dans le Sinaï, sans eau, sans électricité, on ne peut pas survivre, vous voyez. Ben, le Cheikh Yassine, il a survécu. Et il est d'une pudeur incroyable. Dans l'interview de 6 heures, le récit de la tétraplégique, je l'ai chronométré, c'est moins d'1 minute. Voilà. Ben, la réalité, c'est ce que m'a raconté Abou Hassani, l'un de ses gendres, et il a appris ça dans les circonstances suivantes. Le Cheikh Yassine était allongé sur son lit, il était tétraplégique. C'était à l'époque où les militants du Fatah attaquaient régulièrement les militants du Hamas, il y avait des véritables bagarres avec des morts, et tournait autour de lui Abdelaziz Rantissi, qui était le leader, l'un des leaders à cette époque, et Abdelaziz était furieux, il disait, écoutez, mon cher, c'est pas possible, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que non, on ne peut pas continuer à se faire taper dessus, il y a eu des morts, etc. Il était très mécontent. Et le Cheikh Yassine était sur son lit, puis il réfléchissait, et puis à un moment il lui a dit, bah, écoute Abdelaziz, je vais te raconter ce qui s'est passé véritablement en 1952, quand je suis tombé tétraplégique. En réalité, eh bien, c'est le gendre qui me le raconte, en réalité, eh bien, j'étais en train de faire de la lutte sportive, on ne se battait pas, mais c'était de la lutte sportive, c'était quand même avec un camarade, et il m'a soulevé, m'a renversé, je suis tombé sur la tête sur un caillou, et je suis devenu paralysé. Et après, quand j'ai repris mes esprits, je lui ai dit, tu sais, on va dire que j'ai fait un faux mouvement. On va pas dire que c'est toi qui m'as rendu tétraplégique, parce que si on le dit, et ça ceux qui connaissent la coutume du droit en pays musulmans, dans certains pays, eh bien si on dit la vérité, eh bien nos 2 familles vont s'entretuer pendant une génération ou voire davantage, et je veux pas qu'entre Palestiniens on se batte. Voilà. Donc c'est finalement cette parabole, qui n'est pas une parabole, qui est un récit de vie, qu'il a assoné face à Abdelaziz, et sur le thème, bah écoute, en ce moment on est en train de se battre entre Fatah et Hamas, mais ça n'empêche que c'est pas l'avenir, ce sont nos frères, et il ne faut pas en rajouter. Voilà. Donc c'était quand même un récit assez intéressant. Et j'avais à côté de moi, au moment de ce récit, Mohamed Rantissi, mon ami chirurgien, donc frère d'Abdelaziz, qui a marqué sa surprise, car lui-même ne connaissait pas ce récit. Alors donc, le cheikh est paraplégique. Au début, les 2 jambes et un peu les bras, et puis après, il y a une fissure dans la moelle qui s'agrandit, et ça augmente, il devient paralysé des 4 membres. Et même à la fin, la fissure dans la moelle remonte jusqu'au bulbe du cerveau, et à ce moment-là, ça donne cette voix très aiguë, vous voyez, que vous pouvez remarquer quand vous écoutez ces enregistrements. Alors, je pourrais parler jusqu'à 2 heures du matin, mais je vais faire vite, ou plutôt je vais raccourcir, et puis le livre est à lire. Mais finalement, quel a été le tournant en dehors de ce moment personnel pour le cheikh, ça a été, non pas tant 1967, avec la conquête de Gaza par Israël, mais plutôt 1970. C'est-à-dire que 1967, c'était la grande époque du nasserisme.
Il y avait Nasser avec ses discours remarquables qui avaient mobilisé les foules bien au-delà de l'Égypte, bien entendu, et notamment en Palestine. Et j'ai pu constater d'ailleurs en interrogeant ceux qui ont vécu cette époque, étant adultes, ils étaient tous nassériens, ils avaient tous été enthousiasmés, enflammés en écoutant les discours à la télévision, à la radio, plutôt à la radio. Et finalement, la défaite de 67 a été un drame absolu, mais aussi dans les esprits. C'est-à-dire que le grand leader se lit. Et quand Nasser est mort en 1970, les gens criaient dans la rue « Non, il est vivant, il est vivant, il est vivant », vous voyez. Et là, il y a une anecdote qui est assez caractéristique du cheikh Yassine. Le cheikh Yassine, Nasser est mort un lundi, et le cheikh Yassine avait le prêche à faire le vendredi. Et le vendredi, il fait un prêche, toute la mosquée était pleine, les gens pleuraient, et c'était la catastrophe. Et il fait un prêche où il ne mentionne même pas la mort de Nasser, qui était mort quelques jours auparavant. Alors on l'interpelle, on lui dit « Mais comment tu ne parles pas de Nasser, ce grand héros, etc., qui vient de disparaître et tout ça ?» Et à ce moment-là, il a répondu par une sourate du Coran, que vous connaissez, que je connais de loin malheureusement, mais qui est la sourate Imran, c'est ça? Et où, en gros, d'après ce que j'en ai compris, mais vous me direz si c'est exact, eh bien, il disait finalement, même le prophète l'a dit, quand je mourrai, vous vous battrez entre vous, où il y aura, je ne suis qu'un homme, enfin bref, il y avait l'esprit, si vous voulez, de ce qu'il a dit, c'est de dire, Nasser c'est un homme comme les autres, il n'a pas réussi tellement à libérer la Palestine, il faut passer à autre chose. Mais il a eu l'audace, si vous voulez, dans le moment de dire les choses telles qu'elles étaient, et son point de vue, et depuis toujours, ça a été, nous devons libérer la Palestine, mais nous sommes infiniment faibles par rapport à notre adversaire, et ce n'est pas en prenant les armes que nous allons gagner. Il faut que notre puissance vienne de la base, vienne du peuple, vienne de la tête, vienne de la force, de la mentalité. Et donc, nous devons construire des générations, construire des générations. Et, bien entendu, je cite dans mon livre, je suis soulagé, je dois dire, aujourd'hui où je vous parle, parce que tout l'été, je me suis dit, quand le bouquin va sortir, je vais me retrouver en garde à vue, mais le bouquin est sorti, et donc c'est l'essentiel. Maintenant, il peut se passer tout ce qu'on veut, ça roule. Et donc, je vais vous citer Hassan el-Banna. Hassan el-Banna a dit plein de choses intéressantes et qui ont même été transcrites, si vous voulez. Donc, c'est décrit, c'est pas du rapporté, si vous voulez. Et il y a une chose qui me semble évidente personnellement depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais que j'ai trouvé concrétisée dans son texte au moment où je l'ai lu, finalement, si je l'avoue, il y a assez peu de temps. Hassan el-Banna, il dit « Si l'islam, ce n'est pas s'occuper de l'éducation, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de l'économie, si l'islam, ce n'est pas s'occuper de la société, puis il continue comme ça, vous voyez, bah, à ce moment-là, ce ne sont plus que des prosternations plus ou moins vides de sens. Voilà. Bah, c'est ça l'islamisme, l'islam politique, c'est tout simplement, à partir du moment où on a des racines, une culture, des idées sur la société, une religion, eh bien, ce n'est certainement pas au moment de mettre un bulletin dans l'urne qu'on va mettre tout ça de côté. Ça fait partie de nous, ça fait partie de l'individu et ça fait partie des racines, voilà. Donc, c'est une notion finalement extrêmement logique, extrêmement saine, même je dirais, et c'est ça l'esprit finalement des fondateurs de l'islam politique, en particulier en Palestine, avec le cheikh Yassine. C'est-à-dire, moi, je vais m'intéresser, vous tous qui êtes là, à part quelques-uns, vous ne m'intéressez pas, parce que comme c'est une affaire de génération, eh bien, ça vaut la peine de miser sur les générations. Et je vais m'occuper des jeunes, et des jeunes, et des jeunes, et des jeunes. Et il a commencé d'une façon très, très microscopique avec quelques-uns, et puis ça s'est élargi progressivement. Et puis j'ai eu combien de témoignages de ces personnages qui l'ont entouré au début, qui disaient, ils ont à peu près le même discours. Comment moi je suis jeune et en bonne santé,
comment ce monsieur qui est paralysé des 4 membres, qui a une voix très faible et tout ça, qui a un niveau d'éducation très faible, il avait fait l'école primaire, les secondaires, il a passé son bac à 22 ans parce qu'il a eu sa tétraplégie, il y a eu la NAGPA, il y a eu ci, il y a eu ça, et finalement c'est à 22 ans qu'il passe son baccalauréat. Et puis après arrive la guerre de, je ne sais plus, 67 ou 50, je ne sais plus, je me trompe. En tout cas, arrive une guerre au moment où il devait partir en Égypte faire des études supérieures et c'est fichu. Et donc il voyait cette personne qui allait de mosquée en mosquée, qui rassemblait des foules et qui, avec des mots très simples, arrivait véritablement à toucher le cœur des gens. Et parmi les gens que j'ai interrogés, les plus intellectuels, en particulier Bassem Naïm, qui est un ami de 15 ans, plus même, qui est un grand intellectuel, comme tous les gens de sa famille, me disait, il y a un mystère chez ce Cheikh Yassine, il y a un mystère, comment quelqu'un qui est issu d'un milieu aussi modeste, qui a dû travailler tout petit avant sa paraplégie comme pêcheur, enfin qui vendait des poissons sur le marché et à un petit restaurant, comment quelqu'un qui n'a pas pu faire d'études supérieures, comment quelqu'un a-t-il pu avoir une telle vision, a-t-il pu imprégner de sa vision des générations de jeunes des deux sexes et finalement devenir un mentor incontesté, mais un mentor, pas un chef, pas celui qui décide. Et d'ailleurs, dans l'interview qu'il donne à Ahmed Mansour, bien régulièrement, on voit que c'est pas lui qui décide, c'est les autres. Alors évidemment, il est l'esprit, il est celui qui est au-dessus de tout ça. Mais au cours de toutes les années qu'il a passées en prison, il en a passé presque 11, eh bien, finalement, on ne pouvait pas lui reprocher de diriger quoi que ce soit, mais pourtant, les choses ont continué à se faire. Elles ont même tellement continué à se faire, d'ailleurs, que ce qui m'a frappé dans tout ce qu'il a dit, ou tout ce que les témoins m'ont rapporté, eh bien, finalement, malgré sa mort en 2004, 2024, 20 ans plus tard, on s'aperçoit que tout ce qu'il avait dit, prévu, organisé, s'est déroulé effectivement, y compris depuis 2004 et jusqu'à 2024, avec la génération de la résistance, la génération des pierres, la génération des armes, la génération de la libération. Et actuellement, nous entrons, disait-il, mais c'est très d'actualité, dans la génération de la libération. Donc ça, c'est toute cette vision, ce travail de base, y compris avec des activités sportives. J'ai rencontré des gens qui jouent au football dans l'équipe du Cheikh Yassine, et l'équipe aujourd'hui, il y a 11 activités sportives différentes qui sont présentes dans toutes les villes de la bande de Gaza. Et puis, il y a aussi toute l'activité politique et toutes les orientations qu'il a données, et en particulier cette notion dont personne malheureusement en Occident ne parle, c'est-à-dire qu'il a émis l'hypothèse de la solution, entre guillemets, la bonne, qui est celle de pratiquer avec Israël, de faire une trêve de longue durée, vous voyez, une trêve de longue durée. Et ça, c'est quelque chose qui commence à sonner un petit peu aux oreilles des Occidentaux, le mot de trêve, mais pendant des décennies, cette idée qu'il a émise dès les années 90, et qui est la position du mouvement sans discontinuer jusqu'aujourd'hui, eh bien, c'est que entre les Palestiniens de Cisjordanie, Jérusalem, Gaza et Israël, avec à l'intérieur les Palestiniens de 48, eh bien, on ne fera pas un règlement avec un traité de paix après une négociation simple, si longue soit-elle, et il préconisait, et le mouvement le préconise toujours, un règlement par étapes, avec la première qui n'est pas un traité de paix, qui est une trêve de longue durée. Alors évidemment, les mauvais esprits que vous connaissez, qui se répandent sur ce nom, prennent un air savant pour vous expliquer qu'eux, ils parlent arabe et qu'ils connaissent l'islam, et que ce nom de trêve est une notion héritée du temps du prophète, sous-entendu les Arabes d'aujourd'hui qui préconisent une trêve, et bien sont des archaïques, vous voyez, sont des gens qui vous parlent comme ça du temps du prophète, etc., dans le but de discréditer cette idée qui est en réalité l'idée la plus raisonnable.
on ne peut pas demander aux Palestiniens de reconnaître l'État d'Israël dans l'état actuel, tout simplement d'abord parce que l'État d'Israël n'est pas un État, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'égalité des droits à l'intérieur. Les critères étatiques, finalement, de l'État d'Israël sont assez faibles par opposition, et c'est bien démontré d'ailleurs dans le livre de Gilles Devers, aux critères étatiques des Palestiniens qui présentent au contraire un État moderne, depuis finalement 1922, avec des frontières précises, une armée, un système judiciaire, etc., des accords internationaux. Enfin, bref, les critères étatiques sur le plan politique sont beaucoup plus présents du côté palestinien que du côté israélien. Mais en mettant ça de côté, eh bien, il est tout à fait logique que l'on ne puisse pas demander ou exiger des Palestiniens qui reconnaissent l'État d'Israël. Par contre, une trêve de longue durée, avec création d'un État palestinien dans les frontières de 67 ou d'avant 67, Cisjordanie, avec Jérusalem-Est et Gaza, et bien c'est la position qu'a proposé le Cheikh Yassin dès les années 90 et que propose sans discontinuer jusqu'aujourd'hui le mouvement. Et c'est après une trêve de longue durée, j'ai entendu même Mahmoud Zahar me parler de 25 ans, une trêve donc de 25 ans, d'une génération, vous voyez. Ce n'est qu'après cette trêve de longue durée que l'eau aura coulé sous les ponts, des situations se seront assouplies, des relations commerciales, personnelles se seront installées, et bien qu'on pourra définir les frontières définitives avec un État ou deux États en fonction de la consultation, de l'autodétermination de toutes les populations concernées, c'est-à-dire de tous ceux qui vivent sur le territoire à ce moment-là, de la Palestine historique, de la Palestine du mandat britannique. Alors, lorsqu'on écoute ça, on se dit, tiens, ça me rappelle quelque chose. Et moi qui ai suivi, grâce à Gilles Devers, eh bien, tous les développements de l'actualité juridique, au fil du temps, eh bien, la procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, celle qui a précédé le procureur Karim Khan actuel, eh bien, c'est elle qui a fait le gros du boulot, hein, l'essentiel du boulot. Elle a fait un travail remarquable. Eh bien, la procureure a décidé d'ouvrir une enquête approfondie, ce qui a ouvert la voie à la possibilité de lancer des mandats d'arrêt, comme vous le savez. Eh bien, elle a dit, moi, il faut bien que je définisse sur quel territoire on va enquêter, parce que quand la Cour enquête, elle enquête sur tous les crimes commis par toutes les parties. Et elle a nommé Hamas, mouvement palestinien, autorité palestinienne, Israël, vous voyez, on enquête sur la totalité. Ça ne veut pas dire, évidemment, contrairement aux choses complètement absurdes qu'on entend jusqu'aujourd'hui sur nos ondes, ça ne veut dire évidemment pas qu'on met tout le monde à pied d'égalité. On ne met pas l'agresseur et l'agressé à pied d'égalité. On ne met pas l'occupant et l'occupé à pied d'égalité. Mais même si l'occupé a commis un crime de guerre, ça fait partie de notre rôle, on va l'étudier, et on sait d'ailleurs, c'est l'article 31 du statut de Rome qui est dans ma sacoche, eh bien, on sait très bien que si vous êtes l'occupé, si vous êtes dans une situation extrêmement grave, qui met en cause la vie même de votre population, toute l'infrastructure, dans ces cas-là, il y a des possibilités d'exonération si vous commettez des crimes de guerre. Ça, c'est l'article 31 du statut de Rome. Ça veut dire que, évidemment, le 7 octobre, il y a eu des crimes de guerre, certainement, commis par la partie palestinienne. Ça n'empêche que tout ça doit faire l'objet d'une enquête et sera jugé exactement à l'importance de ces actes en fonction de la situation pour chaque cas individuel. Donc c'est ça le travail de la Cour pénale internationale. Donc Fatou Bensouda a dit, je vais définir un territoire, une temporalité, c'est-à-dire on ne va pas juger des crimes qui ont été commis en 1925 ni en 1948, parce que là, ça nous dépasse. Par contre, on va commencer le 15 juin 2014. 15 juin 2014, c'est juste avant l'offensive israélienne qui a fait 2400 morts à l'été 2014, en juillet et en août. Et c'est d'ailleurs le 25 de ce mois de juillet que Gilles Devers a déposé une plainte à la Cour pénale internationale extrêmement puissante, une des nombreuses plaintes qu'il a déposées. Et donc Fatou Bensouda a dit, voici le territoire et voici la période sur laquelle nous allons faire l'enquête approfondie. Et en ce qui concerne le territoire, elle a ajouté,
Bien entendu, la Palestine a été acceptée comme État avec tous les droits et devoirs des États partis à la Cour pénale internationale, mais en aucun cas le fait que nous fassions une enquête sur ce territoire ne présume des futures frontières qui ne pourront être déterminées que sur la base de l'autodétermination de toutes les populations concernées. Et là, vous voyez, je pense que votre oreille se dresse. Finalement, c'est exactement ce que propose le mouvement Hamas. C'est exactement ce que propose le mouvement Hamas. Donc il y a une énorme malveillance, je dirais, à travestir les propositions du mouvement qui sont connues, qui sont écrites partout, à les travestir en une espèce de volonté de destruction de l'État d'Israël, de jeter les Juifs à la mer, que sais-je. Je n'ai jamais entendu un seul Palestinien, et encore moins un seul dirigeant palestinien, parler d'expulser qui que ce soit du territoire de la Palestine historique, à une condition évidemment, c'est que l'égalité des droits soit reconnue et que ça ne soit pas un État d'apartheid. Tous les citoyens et les citoyennes aient les mêmes droits. Donc ça, c'est la position du mouvement et c'est celle finalement qui a été insufflée par le Cheikh Yassine. Et puis, je voudrais pour terminer signaler que dans mon livre, il y a deux personnages qui sont très présents. Bon, le premier, c'est Nasser, enfin très présent, pas très présent en ce qui concerne Nasser, mais en tout cas, il était présent sur la bande de Gaza en 1948. Et j'ai eu l'occasion d'interroger des témoins de Fallujah, c'est-à-dire de la ville qu'a tenue Nasser à cette époque. Et vous verrez ce qu'il faut en penser. Peut-être que certains qui connaissent cette histoire bien sont au courant. En tout cas, c'est intéressant. Et puis la deuxième chose, ce sont les rapports entre Yasser Arafat et le Cheikh Yassine. Et là, j'ai toute une série d'anecdotes qui sont ponctuées d'humour, parce que finalement, ces deux grands combattants qui étaient Arafat et le Cheikh Yassine, avec des modes d'action différents, mais ils avaient tous les deux le sens de l'humour. Et il y avait une estime réciproque qui s'est manifestée plusieurs fois avec des... Voilà, je n'en dis pas plus sur ces anecdotes qui m'ont été racontées, mais qui vraiment sont tout à fait à méditer. Voilà, et puis j'y filme parce que finalement je le vois finalement dans ma tête, ce livre se termine non pas à la mort du Cheikh en 2004, mais se termine en 2024. Disons qu'il se termine juste avant le 7 octobre. Je n'ai certainement pas voulu commencer à mettre une seule ligne sur le 7 octobre où tout reste à écrire, à découvrir, à connaître et ensuite à écrire. Donc ça s'arrête là. Mais il n'empêche, je l'ai quand même terminé par une citation longue du Cheikh Yassine où on voit finalement qu'elle s'inscrit dans le jour d'aujourd'hui et non pas en 1998 au moment où elle a été prononcée. Ça montre vraiment la vision de ce personnage. Voilà, ça fait le temps. Super, merci infiniment. Bravo, merci. On va passer tout de suite à la partie questions-réponses. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi j'aurais une question pour ceux qui savent. Je me suis mal exprimé sur la sourate sur laquelle s'est illustré le Cheikh Yassine au moment de la mort de Nasser. Il a repris une formule du prophète pour dire quand je vais mourir, finalement, quelqu'un peut le dire plus clairement? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة آل عمران وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. C'est le verset du coup qui a été mentionné dans le Coran dans Surat Al Imran. Merci. Non mais, excuse-moi, je suis là. Alors, maintenant tu me redis en français et lentement la signification de cette sourate et en quoi elle est adaptée finalement à cet épisode chez Yassine Nasser. Mohamed, oui, il parle de Mohamed. Micro, dans le micro parce que c'est normal. Juste pas une traduction 100%, mais ça disait
Le prophète n'est qu'un prophète comme tous les prophètes précédents. Donc, quand il mourra, c'est normal, il ne faut pas que vous battez entre vous après. Il ne faut pas que... Voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Oui. Peut-être une autre question? Oui, elle peut. Ah. Juste pour la lecture du verset, pour que les gens comprennent. Mohammed n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. S'il mourait donc ou s'il était tué, retournerez-vous sur vos talons? Quiconque retourne sur ses talons ne nuira en rien à Allah et Allah récompensera bientôt les reconnaissants. Alors, l'infinissé, retourner sur ses talons, ça veut dire quoi? Redevenir comme avant, parce que le prophète a donc réconcilié les tribus. Oui. Ah oui, revenir à un état de... Après moi, est-ce que vous allez retourner et faire la même chose qu'avant? D'accord. Vous divisez, D'accord, oui. ce qui est le cas aujourd'hui. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question peut-être? N'hésitez pas. Profitez-en. On a la chance d'avoir Dr Oberlin, un spécialiste de la société Gazaoui, qui a fait de nombreux voyages à Gaza, une 50aine de voyages à Gaza. Bonsoir. Je voulais simplement vous remercier parce que vous mettez en lumière l'humanité de ces personnes, notamment du Cheikh et de tous leurs combats depuis des décennies. Ce qui ne se voit pas, ce qui n'a jamais été en fait mis en lumière depuis des années avec toute cette propagande. On ne va pas revenir là-dessus parce que tout le monde en est témoin. On est des milliers de personnes à en être témoins dans le monde. Et c'est vrai que ça, c'est très important de recentrer l'Église dans le village et de se dire oui, ce sont des êtres humains qui sont oppressés et qui n'ont comme seul combat, effectivement, en fait, ce que vous mettez en lumière, c'est ils ont intellectualisé leur combat, ce qui n'est pas du tout en fait visible par les médias. Donc, je voulais vous remercier pour cela. Alors, ils l'ont intellectualisé et l'ont politisé aussi. Ils l'ont traduit en termes politiques. Et il y a une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'à Marjezour, par exemple, ça a été une réflexion, un brainstorming, comme on dit, et qui a abouti notamment à l'idée d'élaborer une politique étrangère. Et Daoud Abdullah, qui est un chercheur de Londres, a écrit une histoire de la politique étrangère du Hamas, et dit-il, a été élaborée à Marjezour. Elle a été élaborée là-bas. Et ils ont essayé, j'en viens dans l'actualité, ils se sont dit, il faut qu'on ait des relations avec des pays du monde entier, tous ceux qui voudront bien en avoir avec nous, et n'ont exclu aucun pays. Et en particulier, ils ont élaboré une politique de rapprochement, de contact, de discussion avec la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud. Voyez. Et vous voyez que depuis le 7 octobre, il y a eu une résolution du Conseil de sécurité d'origine américaine qui aurait été une catastrophe, je n'entre pas dans les détails, droit de veto de la Chine et de la Russie. Au moment de l'affaire de la Cour internationale de justice qui a abouti à la plausibilité du génocide, et il y aura un jugement de génocide, il n'y a aucun doute là-dessus, une fois que toutes les preuves auront été vérifiées, eh bien, qui a porté cette affaire devant la Cour internationale de justice? L'Afrique du Sud, avec lequel ils ont des relations depuis très longtemps. Autrement dit, ils ont eu véritablement, il n'y a pas eu que le Cheikh Yassine, mais eux ont eu une vision de mettre en pratique à travers les relations internationales, les appuis internationaux, cette vision, et ça a apporté, vous voyez, 30 ans plus tard. Hein. Donc c'est vraiment il y a une construction, il y a une logique, il y a une progression finalement dans ce mouvement, une constance aussi dans les buts et les moyens. Jamais, par exemple, d'action armée en dehors du territoire de la Palestine. Vous voyez, on nous parle toujours de Hamas, organisation terroriste. Ils n'ont jamais fait le moindre attentat, la moindre action armée en dehors du territoire de la Palestine historique. Ils n'ont jamais détourné d'avion, ils n'ont jamais assassiné des civils à Londres, à Paris, etc. Vous voyez, il y a une énorme injustice
une énorme méconnaissance de ce mouvement, et sa façon de fonctionner, quoi, et ses propositions. Bonsoir monsieur. Déjà merci beaucoup pour votre conférence qui était très très intéressante. Ma question, alors, je ne sais pas si vous l'avez dit ou pas, c'est quand la dernière fois que vous êtes allé en Palestine? J'y suis allé au mois d'avril. Je devais partir, c'est complètement le hasard, le 7 octobre. J'avais mon billet d'avion et à 7h30, je reçois un coup de fil en me disant tu pars plus. J'ai attendu, étant dans une chirurgie très spécialisée, d'être sûr de pouvoir travailler, puisque j'ai l'habitude de travailler avec des équipes pour faire des opérations spécifiques. Et c'est seulement au mois d'avril que j'ai été convaincu qu'on pourrait travailler. Et je suis parti, comme d'habitude, et j'ai retrouvé des équipes, que ce soit les anesthésistes, les infirmiers, les infirmières, avec lesquels j'ai l'habitude de travailler. Et objectivement, j'ai travaillé dans de très bonnes conditions pendant les 15 jours où j'étais à l'hôpital européen. Donc c'était au mois d'avril. Ok, et du coup, puisque vous avez été sur le terrain, moi j'aurais une question concernant la jeunesse palestinienne. Comment est-ce qu'elle se porte aujourd'hui et comment est-ce que vous décriveriez leur manière d'être, enfin leur sentiment aussi de, enfin, est-ce qu'ils ont encore de l'espoir, est-ce qu'ils l'ont plus, comment est-ce qu'ils se sentent aujourd'hui les jeunes en Palestine? Alors, moi quand je vais là-bas, bon évidemment je vais voir, c'est comme ça que j'écris mes bouquins, le soir après le bloc, je vais aller voir des tas de gens, je les enregistre, à ce moment-là je pose des questions, j'apprends énormément de choses. Là, dans ce séjour du mois d'avril, j'ai passé 15 jours au fond d'une salle d'opération. Donc je voyais ce qui se passait dans l'hôpital, les réfugiés, les milliers de réfugiés, 10 000 me disait-on, qui étaient dans l'hôpital, dans les cours, dans l'école d'infirmières, dans les escaliers, dans les couloirs, partout. Dans un silence d'ailleurs remarquable. C'était incroyable de voir tous ces gens accumulés qui avaient recréé la famille dans un petit coin, et puis on passait dans le couloir, et puis quand c'était les heures de sommeil, et ben, on aurait entendu une mouche voler, c'était absolument incroyable d'ambiance. Alors, ce qu'ils pensent, je dois dire que c'est plutôt comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent en ce moment dans un état de guerre et de survie où on se pose sûrement des questions, mais en tout cas, on est dans l'action. Moi, tous les gens que j'ai rencontrés, ils étaient même tellement dans l'action que j'ai vu 2 anesthésistes avec lesquels j'ai travaillé, 2 anesthésistes palestiniens. Il y en a un qui avait perdu sa femme un mois avant, il était au boulot. Je le connaissais lui depuis 20 ans. C'était un des premiers que j'ai connu à l'hôpital Nasser de Khan Yunis il y a 20 ans. Et il y en a un autre qui dormait par terre à côté de moi. Alors lui, c'était un Palestinien qui a travaillé comme anesthésiste en Allemagne et qui est revenu, comme il y en a beaucoup. Il y a des chirurgiens aussi, ils sont rentrés, ils sont toujours sur le terrain. Le docteur Abou Nada, par exemple, chirurgien vasculaire, il a un salaire allemand, une vie en Allemagne. Il est revenu, il est toujours là, hein, et il paye cher, hein, tous ces gens-là. Eh bien, mon voisin de Payas, si je veux dire, a eu son père qui a été bombardé, mais vivant. Un mois après, il a été tiré par un sniper. Et pendant que j'étais là-bas à Gaza, il y a eu une bombe à 2 minutes, il m'a dit, qui a tué une partie de sa famille. Eh bien, il était toujours là à travailler avec nous. Autrement dit, ils sont dans l'action. Et plusieurs m'ont dit, mais j'ai évité de discuter parce que vous savez, quand on est là pour aider des gens qui sont en train de faire un boulot très très dur, on ne va pas en plus les sonder, vous voyez. Mais en tout cas, ce que j'ai entendu plusieurs fois, nous, on ne se projette pas dans l'avenir. De toute façon, on fait ce qu'il faut faire au jour le jour, nous protéger notre famille, essayer de rendre service. Et puis, de toute façon, le monde entier est en train de nous abandonner, donc n'en parlons pas, ça sert à rien. C'était un peu ça l'état d'esprit. Merci, professeur Aberlin, pour votre conférence et pour ce que vous apportez pour surtout Hamas et votre livre sur Cheikh Qasim. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous ne pensez pas que Hamas souffre de l'héritage de cette résistance qui était engendrée par Nasser et tout ce groupe-là de panarabistes qui avaient comme slogan « jeter les Juifs dans la mer », que les sionistes essayent maintenant d'exploiter pour stigmatiser et de traiter Hamas de terroristes, alors que bon, c'est une branche des frères musulmans, et on sait que les frères musulmans
beaucoup souffert de Nasser panarabiste dans les années 70, 60, et ainsi de suite. Merci. Alors, ce que vous dites est vrai. Les frères musulmans ont beaucoup souffert. Bon, alors c'est vrai qu'en ce moment, si on veut faire de la pédagogie, c'est frères musulmans, c'est un mot qu'il ne faut pas prononcer. Et c'est vraiment dommage parce que quand on lit les textes, on se dit qu'il y a pas mal de choses qui devraient nous guider. Alors l'islam politique, là, c'est un petit peu plus facile à introduire, mais il y a tellement de définitions différentes. Et vous voyez, pour prendre un truc d'actualité, ça c'est quelque chose qui me fait convulser vraiment. Il y a un gars épouvantable qui passe en procès en ce moment. Je vais pas vous faire un dessin, qui est responsable de trucs absolument horribles. Et qu'est-ce qu'on raconte dans la presse? Eh bien que c'est un ami du Hamas. Et alors vous voyez l'amalgame. Hein. Moi j'étais à Gaza au moment des attentats de Londres. J'étais pas au courant, je sors du bloc. Puis il y avait une petite réunion le soir, je vois arriver des responsables du mouvement qui me présentent leurs condoléances. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disent ah, on est désolé, mais de quoi? Ces attentats en Europe, je suis un occidental, un européen, c'est une catastrophe, on est désolé, et puis en plus pour nous c'est pas bon. Voilà. Cet amalgame, c'est ça dont il souffre, et c'est ça contre lequel il faut lutter. Alors, les frères musulmans, objectivement, ce qu'il y a d'intéressant par exemple, c'est d'écouter ce que disent les vrais chercheurs et chercheuses qui ont travaillé sur ce sujet, par exemple en France et en français. Et en gros, il y a deux écoles, entre guillemets. Il y en a une, j'ose même pas l'appeler école. Eh bien, c'est ceux qui font l'amalgame, Hamas, Daesh, frères musulmans, tout ça, etc. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus cultivés, en tout cas sûrement plus honnêtes surtout, qui au lieu de se laisser instrumentaliser, c'est-à-dire conseiller au ministre, eh bien racontent ce qui s'est véritablement passé. Bon, ben, le mouvement des frères est né sous la colonisation, donc c'était quand même un mouvement anticolonialiste. Ça c'est absolument indubitable. Et il s'est battu et il a beaucoup souffert du colonisateur. Bon. Après le mouvement en Égypte, puisqu'il est originaire d'Égypte, eh bien, il a émergé à chaque fois qu'il y a eu une dictature effroyable. Et puis il s'est fait réprimer, et puis quand la dictature s'est affaiblie, eh bien, il a présenté des élus, et il demandait une démocratie, il demandait un parlement représentatif, une balance du pouvoir, etc. Et puis à ce moment-là, il y a une nouvelle poussée de la dictature, et une nouvelle répression, et jusqu'aujourd'hui. Si vous lisez par exemple les rares entretiens qu'a donné Yahya Sinwar, il y a 2 entretiens formidables qui sont dans mon bouquin. Le premier, c'est quand il était en prison en 2006, condamné à perpétuité. Et il était condamné en 1988, vous voyez. En 2006, les journalistes israéliens qui lui tendent un micro et qui disent bon, ben, votre mouvement vient de gagner les élections, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, il a des propos qui disent ben, écoutez, nous, on est de toute façon on est pour la démocratie parlementaire, un vote, une opposition, etc. Et il a que des propos complètement sains et logiques quand on voit le portrait scandaleux qu'on en a fait dans notre presse. Et puis il y a un autre entretien qui est un entretien long qui a été fait en 2016, au moment où Sinwar a été élu responsable du mouvement pour Gaza. Et cette journaliste italienne, dont j'ai oublié le nom, Francesca, je sais pas quoi, Botti, un mot comme ça. Bref, c'est une fille, j'ai beaucoup aimé son papier qui est très très long et il est dans mon bouquin. Et j'ai eu le plaisir de voir ces jours-ci qu'il était remonté à la surface en disant si, il y a une journaliste italienne qui a fait une interview de Sinwar, et c'est intéressant. Eh bien, d'abord, la journaliste italienne, elle avait travaillé, je crois, je sais plus, aux États-Unis ou je sais pas où, et elle a dit j'ai lu tous les livres de la bibliothèque universitaire sur les mouvements islamistes qu'il y avait dans la bibliothèque, et je n'ai rien appris.
Ce qui voulait dire que ce n'était que des récits à charge, avec des idées préconçues, sans aucune information scientifique, sociologique, religieuse, que sais-je. Ça n'avait aucun poids. Et elle a suivi Sinoir, et elle a fait parler. Et ce qu'il a dit, je ne vais pas vous le retrouver dans le bouquin, c'est remarquablement bien dit, vous voyez. Et voilà qu'après qu'on nous a expliqué dans nos médias qu'il assassinait les gens à coups de hachoir, vous voyez, bon... moi, j'ai la vraie histoire, d'ailleurs, de la cause, des raisons, entre guillemets, de l'emprisonnement de Sinoir et de sa condamnation à vie. Parce que si je n'ai pas pu le rencontrer, j'ai eu un entretien très long et extrêmement fructueux avec son alter ego. Vous voyez, on était ensemble à l'école, on était ensemble au lycée, on a fait nos études universitaires ensemble, et après on allait voir ensemble le Cheikh Yassine, et voilà ce que nous avons fait. Donc c'est l'équivalent, il s'appelle Raoui Mouchta. Et Raoui Mouchta, il a été condamné à 23 ans de prison, comme tout le monde, et il est sorti, il a été condamné à perpétuité, comme tout le monde, et il est sorti après 23 ans de prison, justement, en 2011, à l'occasion de l'échange Chali. Donc j'ai eu l'espèce d'image en miroir de Sinoir devant moi pendant plus de 2 heures, et qui m'a vraiment raconté tout ce qui... C'était très émouvant et intéressant. Eh bien, Sinoir, lorsqu'il a été capturé par les Israéliens, plutôt avant, quel était il y a le récit complet dans mon livre, comment ils en sont venus à capturer et exécuter des espions. C'était une époque où on entrait à Gaza et on sortait comme dans un moulin, c'était pas si... on connaît plus ça depuis longtemps, et finalement, ce que craignait, à mon sens à juste titre, le cheikh et son entourage, c'était que se produise une espèce d'occidentalisation massive de la société palestinienne qui mettait en cause la survie même de la société, ses fondements historiques, sociologiques, etc., etc. Et donc, comme il s'agissait d'une affaire de génération, il fallait former les jeunes, il fallait lutter contre cette infiltration du consumérisme et de toute une série de choses. Et donc, il fallait lutter contre ça. Ils ont créé une cellule de sécurité. Cellule de sécurité, c'est-à-dire la sécurité sociale, mais pas dans le sens où on l'entend en France, sauvegarder les valeurs de la société dans laquelle nous vivons et à laquelle que nous souhaitons préserver. Et donc, cette cellule de sécurité, eh bien, elle a été mise en place par le cheikh, et c'est Raoui Mouchta qui était responsable de la partie nord de la bande de Gaza, et Yahya Sinoir de la partie sud. Et cette occidentalisation, elle passait par les moyens tout à fait classiques des espions, du chantage, voilà. L'un des moyens du chantage, eh bien, c'était de prendre des photos dites compromettantes avec un monsieur et une dame, et après de chanter en disant, vous savez, si jamais vous venez pas nous dire qui habite chez vous, etc., ben on va envoyer ça à votre famille, vous voyez. Tout à fait classique dans les romans d'espionnage que je ne lis pas, il paraît que c'est très classique. Voilà. Et donc, c'est pour ça que les premiers espions ont été exécutés, parce qu'ils donnaient des indications qui après faisaient des captures, des morts, etc. Et en ce qui concerne Yahya Sinoir, le lot quand les tribunaux militaires israéliens jugeaient les Palestiniens, ce qui est tout à fait illégal parce qu'on ne juge pas un combattant dans un tribunal, enfin je passe, eh bien le lot c'était, il y a eu un mort, prison à perpétuité. Yahya Sinoir a été condamné à 4 prisons à perpétuité, ce qui correspond d'ailleurs aux 4 espions qu'il a assassinés ou fait assassiner. Donc c'est ça finalement le passif de Sinoir. Ce n'était pas du tout cette espèce de sauvage assoiffé de pouvoir qui se terrait dans les tunnels comme une bête. C'est une description horrible et on peut s'en convaincre aussi parce que depuis qu'il a été tué, eh bien est sorti le roman qu'il avait écrit en prison. Et Sinoir était quelqu'un hautement éduqué, qui avait fait des études non seulement d'arabe mais de littérature arabe et qui a écrit un roman. Alors, je ne l'ai pas lu en entier parce que j'ai réussi à me le procurer en anglais et j'ai tellement de bouquins à lire que je ne l'ai pas lu complètement. Mais je peux vous dire que la partie que j'ai lue, que la première partie, est remarquablement bien écrite, c'est-à-dire que
c'est un roman en ce sens que ce n'est pas un récit précis d'une personne, etc. Mais il nous le dit dans l'introduction et on le comprend facilement. Tout ce qui est écrit dans le roman, eh bien, correspond à des faits qu'il a vécu ou qu'ont vécu son entourage. Il n'est décrit que des personnages ayant existé, si vous voulez. Et c'est vrai que quand on lit, ça saute aux yeux. Il a 5 ans, il décrit l'invasion de 56 ou 67, je ne sais plus, c'est de 67, et il décrit tout ça. Et donc Sinoir est quelqu'un qui avait une grande culture littéraire. Vous voyez, c'est pas du tout le monstre assoiffé de sang, à demi-fou qu'on a décrit dans nos journaux, vous voyez. Donc ça, c'est pour ça que c'était précieux, rien que pour ça, de recueillir le témoignage de gens qui ont vécu avec, et toutes ces personnes qui sont nommées dans le bouquin, à part ceux qui sont à l'extérieur de Gaza, les autres, pour l'instant, je n'en ai aucune nouvelle. Vous voyez, on ne sait même pas s'ils sont toujours morts ou vivants. Alors, je crois que tu voulais poser une question. Bonsoir, Monsieur Oberlin, je vous remercie. Je suis très content de vous voir. Moi, je vous avais vu la première fois sur un... je vous ai vu la première fois. Bonsoir, Monsieur Oberlin, et bonsoir à tous. Moi, la première fois que je vous ai vu, que je vous ai connu, c'est grâce au Revenant. Je sais pas, les autres ne savent pas qui c'est le Revenant, mais vous savez qui c'est. Voilà. Moi, ce que je voudrais mettre quand même et vous poser la question, c'est comment ils sont arrivés à mettre une guerre de religion, alors que c'est une question de conflit de territoire et de vol de territoire. Et je voudrais juste rappeler que Yahya Sinwar, Allah yarham shuhada, a fait du droit en prison, a appris l'hébreu en prison pour justement défendre ses co-détenus. Allah yarham. Oui, alors sur le parcours dans les prisons, c'est tout un sujet, mais c'est une sorte de Margezour en moins sympathique, en ce sens que c'est les conditions de la prison, mais c'est aussi une école. Hein, et Sinoir disait, finalement en prison, je me trouvais dans un endroit pour la première fois de ma vie, je pouvais réfléchir et discuter et parler et s'entretenir et convaincre. Voilà, c'est un lieu aussi où on fait on peut d'une certaine façon et tous mourir. Et là aussi, je dois dire, les interviews d'anciens prisonniers, c'est quelque chose de terrible, parce que vous avez en face de vous quelqu'un de normal, qui a une sensibilité, qui réfléchit, qui a des raisonnements. Et quand vous dites, mais voilà, cette personne a passé 20 ans, 25 ans en prison, dont 11 ans au secret. Et on se dit, mais comment on peut ne pas sortir complètement perturbé mentalement? Alors, il y a des perturbations, il le dit d'ailleurs. Une des questions posées à Ahmed Yassine, la première fois que vous êtes allé en prison, il est un an en 1984-85, est-ce que ça vous a changé? Il a dit oui. Et il a dit oui, ça m'a changé, parce que même ça, c'est une épreuve. Hein. Sinoir, dans l'interview qu'il a donnée à cette Italienne, Francesca Brodi, il me semble, eh bien, il dit, la prison, je ne la souhaite à personne. Vraiment, il dit, la guerre, je ne la souhaite à personne. C'est pas moi qui suis allé à la guerre, c'est la guerre qui est venue à moi. Et il y a toute une série d'expressions. Il y en a une qui traduit bien la réalité. Il dit, et de l'autre côté, ceux qui nous tuent dessus, comme on renverse des quilles de bowling, et qui rient. C'est vrai que l'humiliation, c'est la peine la plus extrême peut-être qu'on peut assonner sur la tête d'une personne. Eh bien, ceux-là, ils ne se rendent pas compte qu'ils seront peut-être dans 25 ans devant la Cour pénale internationale. C'est-à-dire que la notion de droit n'était pas du tout étrangère. Disons qu'ils ont mis du temps, et ça, j'en suis vraiment le témoin personnel, parce qu'il y a 15 ans, quand on parlait, 15-20 ans, quand on parlait de droit international aux responsables du mouvement, ils disaient, bon, vous êtes bien gentils, mais bon, on sait comment il a été construit, pour qui, par qui, etc. Et c'est vrai que c'était difficile de le défendre à l'époque. C'est tout le travail, justement, de Gilles Devers d'avoir réussi
a démontré que le droit était utile, même s'il y a la guerre, même s'il y a ci, il y a ça, l'outil du droit reste valable et fait partie justement des mouvements. Et il y a aussi une phrase de Sinoir dans cette interview qui montre à quel point il était au courant justement des conséquences de la réclamation, qui est celle du mouvement depuis toujours, de l'application du droit international. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsqu'on fait une enquête au droit international, c'est concernant tous les crimes commis par toutes les parties, d'un côté comme de l'autre, vous voyez. Et Sinoir a une phrase en disant « Je suis bien conscient que la Cour pénale internationale, quand il évoque, devra travailler sur tout sur quoi elle doit travailler. » C'est-à-dire que ça concerne, sous-entendu, sur nous aussi, vous voyez. Autrement dit, le mouvement, acceptant la juridiction internationale, accepte justement d'aller assumer des crimes de guerre commis éventuellement de leur côté. Mais avec aussi les réserves que j'ai indiquées, qui sont celles du statut de Rome, que l'on ne juge pas un occupant et un occupé de la même manière, et qu'en situation de détresse extrême, et qui peut contester. Vous voyez, on me parle souvent à Gaza des effets positifs du siège. Vous voyez, le siège c'est épouvantable, c'est tout ce qu'on veut, c'est vrai, mais il y a les effets positifs. Ah oui, les effets positifs, on se réunit, on est plus soudés, on fait des économies d'électricité, on développe des moyens extrêmement ingénieux dans tout le domaine, y compris le domaine médical, pour essayer de faire beaucoup avec peu. Vous voyez, ça c'est les effets positifs du siège. Les effets positifs du droit, eh bien, c'est que tout le monde y passe et que tout le monde va pouvoir au moins expliquer son histoire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, d'ailleurs, nous dit Sinoir, pour lutter contre l'impunité et permettre aux victimes de faire leur deuil. C'est ce que dit Sinoir. Et c'est fondamental. Et il a vraiment bien senti, c'est-à-dire que pour toutes les victimes, il n'y a que le jour où la justice rend, on réanime pas les morts, mais le jour où la justice est rendue, à ce moment-là, eh bien, on fait un pas vers une forme d'apaisement, si vous voulez. Donc il y a énormément d'injustice vis-à-vis de ce personnage, mais de toute façon, ceux qui l'ont diffamé disparaîtront dans la poussière de l'histoire, et il restera quand même des choses objectives sur Sinoir. Bonsoir. Merci pour cette conférence. Je voulais savoir juste un petit mot sur votre parcours professionnel et savoir aussi qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la cause palestinienne. Merci. Voilà, donc je serai très bref parce que j'aime pas du tout ce genre de questions. C'est pas le sujet, enfin c'est pas intéressant et puis voilà. Mais bon, moi je suis chirurgien. Disons que j'ai toujours été ouvert vers l'extérieur. Quand j'étais petit, je demandais des cartes du monde pour voir ce qui se passait à l'autre côté de la planète. Je suis de nature curieuse, puis j'aime bien découvrir des gens, parler, enfin... Et donc, j'ai travaillé après être formé dans un certain nombre de pays à l'occasion des vacances, etc., bénévolement, bien entendu. J'ai fait de la chirurgie de la lèpre pendant 15 ans, parce que la lèpre, maintenant c'est une maladie qu'on guérit très bien, mais à l'époque pas. Et donc il y avait des séquelles chirurgicales. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé à la chirurgie des paralysies. Et puis c'est devenu mes spécialités en France, avec les paralysies traumatiques, mais aussi quelque chose qui est très fréquent, qui est les paralysies obstétricales. Les paralysies de naissance, et on tire sur l'enfant un peu fort, on se retrouve avec une paralysie du membre supérieur. Et voilà quoi. Et quand je suis arrivé à Gaza, alors je suis allé dans pas mal de pays, je me suis rendu compte que c'était bien de retourner régulièrement dans un endroit parce que il ne faut pas se disperser. Et quand vous avez fait des choses, qu'il y a des chirurgiens autour qui sont intéressés, il ne faut pas les décevoir et puis partir, salut. Donc retourner régulièrement, c'est important. Je suis allé une cinquantaine de fois en Algérie, où j'ai beaucoup d'élèves, et puis à Gaza une cinquantaine de fois. Et donc tous les 4 mois à Gaza, ça fait que quand il y a un patient compliqué, qui n'est pas une urgence, on ne sait pas très bien ce qu'il faut faire, ou si on veut le faire, mais c'est un peu olé olé, à ce moment-là on met les patients de côté,
Et donc, quand vous avez mis le doigt dans cet engrenage, évidemment, vous ne pouvez pas le lâcher, quoi. Donc, le docteur Al-Azawi Malek, je suis un chirurgien dentiste syrien et actuellement je suis un praticien au centre hospitalier de Besançon. Donc, j'ai préparé 3 questions à vous poser vite fait. Est-ce que du coup c'est facile pour les médecins qui habitent en France de faire l'humanitaire à Gaza actuellement? Et si oui, la route, le chemin depuis la France, est-ce qu'il est sécurisé pour les médecins? Deuxième question, est-ce que les médecins qui viennent depuis l'Union européenne aux États-Unis, est-ce qu'ils travaillent à Gaza dans des hôpitaux locaux, dans le banlieue de Gaza, ou en Égypte par exemple, ou en Jordanie? Troisième question, depuis leur entrée de ces médecins en fait en Europe, est-ce qu'ils peuvent trouver des difficultés avec les autorités? Merci. Est-ce qu'ils peuvent trouver des difficultés avec les autorités? Quelles autorités? Ça veut dire européennes. Ah oui, d'accord. Oui. Oui. Écoutez, d'abord à cette question, il n'y a pas une réponse générale, parce que moi, sur 20 ans, il y a eu des conditions très très différentes pour entrer, pour sortir, etc. J'ai même été exclu de 2 organisations humanitaires, entre guillemets. J'aime pas du tout la médecine humanitaire, vous voyez. Pourtant, un jour, les étudiants sont venus me trouver dans ma fac. Ils m'ont dit, on crée des certificats optionnels, on voudrait que vous fassiez un certificat de médecine humanitaire. Alors, je leur ai dit, mais je sais pas ce que c'est que la médecine humanitaire. C'est toujours destiné à l'homme, la médecine. C'est pas vétérinaire, c'est humanitaire. Alors, voilà. Et voilà. Et à la suite, d'ailleurs, ce que j'ai constaté sur le terrain, c'était aussi l'avis de Gilles Devers concernant les ONG. Il y a un chapitre spécial dans mon petit bouquin sur la Cour pénale internationale où on dit les humanitaires c'est bien, mais bon, il y a beaucoup de travestissements dans l'humanitaire. Et même au mois d'avril, j'ai pu le constater dans l'équipe où ce n'était pas une équipe, parce que c'était 20 personnes, on était 3 à se connaître, puis les autres on ne les connaissait pas. Mais il y a il y a un peu des cow-boys dans l'humanitaire, il y a des gens qui vont là-bas pour se faire un selfie. Je vous raconterai juste une anecdote qui est assez triste, mais qui est caractéristique et qui, à mon avis, c'est typiquement sur quoi il faut lutter dans l'humanitaire. Vous voyez, j'étais à Gaza, notamment au moment de la guerre de 2008. Vous voyez, la guerre de 2008-2009, l'hiver. On entre la nuit en passant par l'Égypte, ça bombardait. Et puis, dès qu'on a passé le couloir de Philadelphie, il y a une bombe qui tombe sur un hôpital à 200 mètres. Ou plutôt qui tombe à 200 mètres, et nous nous rendons directement à l'hôpital de Rafah pour voir le directeur, etc. Bon, et puis au moment où on arrive à l'hôpital de Rafah, les premiers blessés du bombardement arrivent. Et dans notre groupe, il y avait un médecin grec, si je me souviens bien, qui était en même temps député au Parlement grec. Et arrive un gars dont je me souviendrai toujours, un jeune, 14 ans, il avait pris un petit éclat grand comme ça d'obus qu'on voyait sur la radio, qui était situé juste au niveau de la moelle, il était paraplégique définitif, vous voyez. Et ben, je me retourne et je voyais tous les Palestiniens qui travaillaient dans le calme absolu, qui assumaient cet afflux massif d'urgence, etc., dont un de mes élèves, Jamal Abouelal, chef de service à l'hôpital européen en ce moment. Et j'étais content de le voir dans son élément, sans panique, travailler avec les anesthésistes, tout ça. On n'avait absolument rien à ajouter, ni même à interférer. Et je me retourne et je vois ce médecin grec, j'ai rien contre les Grecs, hein, mais bon, ce parlementaire, et ben qu'est-ce qu'il avait fait? En moins d'une seconde, il avait enfilé une espèce de pyjama de bloc opératoire qu'il devait avoir sûrement dans sa sacoche, hein, un pyjama de type, avec un petit canot et tout. Et puis il se faisait photographier devant mon pauvre paraplégique en regardant sa radio comme ça, voilà, clac, 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 voilà, vous voyez. Ça, c'est ce qu'on voit aussi quand on va faire de l'humanitaire, entre guillemets, c'est des gens c'est des touristes photographes qui font des interviews toute la journée pour mettre sur le net. Alors, c'est vrai que ce qu'ils font n'est pas inutile, au contraire, c'est très important, mais c'est toujours tellement choquant de voir
passer dans nos médias, s'il y en a, mais je ne les garde plus, mais enfin en tout cas, le témoignage de l'occidental qui est arrivé au cœur de Gaza, alors qu'il y a 2000 médecins à Gaza. Si vous voulez savoir ce qui se passe à Gaza, vous prenez votre téléphone aujourd'hui, vous avez tout. Eux-mêmes d'ailleurs postent énormément de choses, et c'est pas pour se faire de la pub, parce que ceux qui postent, il y en a beaucoup qui sont morts. Hein. Moi je connais Adnan Delborch, c'était un chirurgien orthopédiste de Chifa que je connaissais. Hein. Il est mort sous la torture dans les prisons israéliennes, vous voyez. Donc quand je vois des cow-boys qui vont passer 15 jours dans l'année là-bas, se prendre en photo, et puis qui reviennent et qui font pleurer les foules, c'est vrai que c'est utile de faire pleurer les foules, vous voyez, mais il y a un côté pas très sympathique dans ce genre de témoignage humanitaire entre guillemets. Il y a aussi, tu as parlé tout à l'heure de cette peur de l'occidentalisation de la société palestinienne. Alors, moi, ça m'a fait penser à quelque chose, parce que tu as abordé la partie humanitaire. J'avais échangé il y a une dizaine d'années avec un militant pro-palestinien libanais qui vit au Liban, quelqu'un qui a un certain âge, qui a une certaine expertise de la cause palestinienne et des problématiques rencontrées dans les camps, etc. Et déjà, il y a une dizaine d'années, cette personne me parlait de cette peur et cette lutte contre l'ONGisation, en fait, de la Palestine, de la lutte de la cause palestinienne, qui peut avoir un impact sur la société palestinienne, mais qui peut aussi rendre, comment dire, dépendants en fait les Palestiniens de l'aide humanitaire, et de ne pas aussi rendre la lutte, qui est une lutte de libération, une lutte uniquement humanitaire en fait. Voilà. Est-ce que ça a un lien avec... Complètement, et ce que tu dis est vrai, on peut même donner l'image en miroir, parce que ça peut contribuer effectivement localement à ce que tu viens de dire, mais ça contribue surtout, à mon avis, à l'extérieur, à faire accréditer l'idée que les Palestiniens ne sont pas capables de faire ci, ça et ça. Et heureusement qu'il y a des gens qui viennent chez nous et on va verser de l'argent et comme ça on aura joué notre rôle, etc. Et d'une certaine façon on se déculpabilise en finançant ce genre d'opération. Alors évidemment, si je dis ça dans une réunion de levée de fonds, c'est pas terrible. Mais je l'ai vu, ces réunions de levée de fonds, mais c'est vrai que c'est important, les fonds, mais voilà, enfin, je dis ce que j'en pensais, quoi. Mais c'est contradictoire, parce que ça fait 40 ans que je fais de l'humanitaire, entre guillemets, voilà, bon. S'il y avait une autre personne, peut-être qu'il y avait une question. Je crois que j'ai pas répondu au quart de tes 3 questions. Tu peux continuer. Comment est-ce qu'on entre ? Ça change tout le temps, donc moi je suis passé par la surface, par les tunnels. Là on était côté égyptien, avec des arrangements d'ailleurs qui sont très mystérieux, parce que sans avoir remis le petit doigt, au mois d'avril, je me suis retrouvé avec 3 valises de 25 kilos de matériel médical dont j'ignorais absolument tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Quand on va prendre un avion, c'est quand même assez rare. Embarqué dans la compagnie égyptaire, non mais merci à Égyptaire, mais c'est invraisemblable quand même. Après, autorisation égyptienne pour traverser le Sinaï, autorisation israélienne parce qu'à l'époque, Israël, bien que les soldats ne soient pas à Rafah, c'est quand même eux qui contrôlaient nominalement tout ce qui entre et qui sort. Vous voyez ? Donc tout ça, ça fait qu'il y a tous des réseaux qui fonctionnent. Je ne sais absolument pas comment, mais c'est comme ça qu'on entre et qu'on sort. Est-ce qu'il y a des risques ? Bien entendu. Il y a 1000 médecins, infirmières et membres du personnel de santé qui ont été tués depuis le 7 octobre. J'avais la statistique au mois de février, c'était 500. Au bout d'un an, c'est 1000. Si jamais toutes les tergiversations politiques auxquelles nous assistons continuent encore 6 mois, ça sera 1500. Et puis ça sera 300 000 morts au lieu de 200 000 entre les victimes directes et les victimes indirectes. Autrement dit, c'est là où je fais un saut sur cette politique désastreuse qui est celle des Occidentaux et des Français en particulier, qui consiste à permettre à M. Netanyahou de lui donner des gages et des gages et des gages qui prolongent. On pourrait parler pendant 10 minutes de ce communiqué des affaires étrangères français
qui est une absurdité en droit, qui est scandaleux, faux et mensonger, mais ça n'empêche que tout ça, ça va donner des délais supplémentaires, parce qu'il va y avoir des questions et des réponses de la Cour, pour aboutir finalement au même résultat, c'est-à dire qu'il y aura toujours un mandat d'arrêt, mais ça va prolonger de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, avec son lot de catastrophes. Il y avait une troisième question, je ne sais plus, non, ça va? La conséquence au retour. Ah, conséquences au retour. C'est-à-dire que les conséquences, elles sont même avant de partir, parce que moi j'ai eu à connaître au moins 4 dossiers de médecins français, mais avec un nom arabe. C'est curieux, un nom en prénom arabe. Bon, et qui ont été déférés devant le Conseil de l'Ordre, qui ont été convoqués par leur directeur d'hôpital parce qu'ils avaient dit que les Palestiniens, ils n'avaient pas de chance sur Facebook. Mais je crois que quand on revient de là-bas, en général, on vous fiche la paix parce qu'on a les moyens de... On a acquis la force de la résistance là-bas. Mais au retour, en tout cas en Europe, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Donc si, par exemple, on est des fonctionnaires qui travaillent en fait dans les hôpitaux publics, vous avez intérêt à ne plus vous débrancher de Facebook et de tout ça, parce que c'est ça qui est ciblé, c'est clair. Hein. C'est des phrases totalement anodines et des écrits totalement anodins peuvent être l'objet de convocations complètement ahurissantes. Mais... D'autres questions, oui? Oui, bonsoir à tous, bonsoir Dr Oberlin. On vous remercie encore une fois infiniment de votre constant soutien, toujours dans la justice, dans l'humanité. Par rapport à cette politique désastreuse, j'ai eu l'occasion au printemps dernier, je crois que vous avez été interviewé par l'Ouest de France, je crois, où vous disiez que c'était un drame absolu, ce qui se passait à Gaza. Et là, vous parlez, vous faites aussi le constat qui est malheureux, que tout le monde fait, c'est que la politique des autorités françaises et de l'Occident en règle générale, la politique est désastreuse. Et à votre niveau, dans votre microcosme, entre guillemets, on va dire, comme vous êtes donc quand même un chirurgien reconnu, vous enseignez, ou vous avez enseigné de longues années à la fac, dans ces salons parisiens, dans les médias français, comment vous faites? Alors, on a bien vu que vous connaissez très bien le terrain, vous avez interviewé pas mal de personnes, donc ce qui a fait le fruit de ce livre. On va donc découvrir, et vous en avez donné quelques détails, comment vous faites porter sur le plan médiatique justement cette voix singulière qui est pour la justice en France. Non, c'est... Je pourrais faire la liste de tous les médias sur lesquels je suis passé une fois. On passait une fois, puis c'est tout. Après, on passait une fois par hasard, parce qu'on a été invité par un assistant. Vous voyez, pour prendre l'exemple de quelqu'un que j'estime beaucoup et qui est beaucoup plus médiatisé que moi, à juste titre, qui est Ronnie Broman. Ronnie Broman, juste après le 7 octobre, le 8 ou le 9, je lui téléphone, je lui dis, écoute, tu vas être interrogé sur tout ce qui se passe en ce moment, tu es une figure charismatique à juste titre, tu t'exprimes très bien, tu es au-dessus de la mêlée, et je lui dis, est-ce que je peux te voir? Et je suis allé te voir directement, on a passé 2 heures ensemble. Et je lui ai passé le message, tu vois, la déferlante qui est en train de démarrer, c'est la guerre d'Israël-Hamas. Voilà. Le pire, ça serait qu'après une guerre épouvantable, le Hamas soit exclu, marginalisé, parce que le Hamas, c'est pas quelques combattants, c'est pas un leader, si charismatique qu'il soit, c'est la moitié de l'électorat. Donc il faut penser à ce que ça représente et éviter le Hamas bashing. Voilà le message que je lui ai passé. Bon. Et il m'a écouté longuement, il m'a dit très modestement, tu sais, moi je suis haché, je suis un has-been et tout ça. Je lui ai dit non, t'es une figure, on va t'interroger. Et on l'a interrogé. Et il a dit des choses pas mal. Je ne crois pas qu'il se soit tellement engagé pour soutenir le mouvement. Bon, mais en tout cas, il n'en a pas dit de mal.
Parce qu'une fois, on s'était trouvé dans un débat, et d'ailleurs, juste à la fin, il avait dit que... je lui ai dit, mais finalement, tu as exactement la position du Hamas. Il a dit, ah non, je ne suis pas pour un État islamique. Alors je lui ai dit, il faut quand même qu'on continue la discussion après, on s'était revu après, on a discuté, parce que même Ronnie Bowman a des choses à apprendre, on a tous des choses à apprendre. J'ai appelé Ronnie Bowman il y a quelques semaines pour autre chose. Je lui ai dit, bah, tu vois, j'avais raison, tu as été bien médiatisé, on t'a fait parler. Il me dit oui. 3 semaines. Et il me dit, ça ne m'est jamais arrivé de ma vie. J'ai été dans les grands médias 3 semaines. Après, j'ai été invité 8 fois de suite par des grands médias et 8 fois de suite décommandé au dernier moment. 8 fois de suite. Voilà. Donc, même Ronnie Bowman, il a du mal à rester dans la communication hein, à ce niveau-là. Hein. C'est comme ça. Hein. C'est pour ça que moi, quand il y a le moindre, le moindre micro-internaute, ça vous savez sûrement, les jeunes, vous voyez arriver un gars qui a l'air de rien, qui a l'air d'avoir 14 ans et demi, qui vous propose une interview pour sa chaîne machin truc, il faut jamais refuser. Voilà, je suis allé voir un gars, écoutez, je ne vais pas le citer pour pas trahir de... Mais il m'a reçu quasiment dans sa cuisine, il y avait un canapé, et il y avait sa femme qui allaitait à l'autre bout, voilà. 100 000 vues, boum, en quelques jours, 100 000 vues. Bon, je ne sais pas comment ils font ces jeunes, mais... C'est encore moi de nouveau. Donc j'ai 2 questions. La première question, c'est comment sont les Gazaouis vis-à-vis de Hamas actuellement après le 7 octobre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, puisque vous connaissez des personnalités de Hamas, ça je présume, donc je voudrais savoir, est-ce que vous avez des nouvelles par rapport à Mohamed Deif? Parce qu'il y a beaucoup de à chaque fois des choses. Alors qu'est-ce qu'ils pensent du Hamas? Ça, c'est typiquement des questions qu'on ne pose pas. Parce que vous êtes face à des gens qui sont en train de souffrir d'une façon épouvantable, qui sont le nez dans le guidon, et personne ne parle de ça. Ils ne sont pas en situation de se plaindre. Et vous remarquerez que dans ce qu'on reçoit, il y a de la douleur. Mais il y a la plainte, il n'y a jamais eu de grève à Gaza, etc. Donc ils sont tous solidaires. Par contre, ce qu'ils réclament tous, c'est des élections. Ils réclament des élections, non pas pour que leur parti, je suis supposé qu'ils soient attachés spécialement à un parti, parce qu'il y en a énormément qui sont passés côté Hamas et qui avant étaient Fatah, tout simplement parce qu'ils se sont rendus compte que la résistance armée devenait la seule issue possible pour éviter que la cause disparaisse. Et donc, on ne parle pas de ça. Pour la deuxième question, mais c'est pas simplement pour raconter une anecdote, c'est plutôt pour montrer une situation réelle. En ce qui concerne la communication, vous l'avez remarqué, depuis 1 an, il y a une bataille qui est entamée entre Israël et les Palestiniens. Il y a une bataille physique, militaire qui est complètement asymétrique. Et donc, on a vu de manière éclatante à quel point la partie la plus faible, en exploitant au maximum les faiblesses de la partie la plus forte, et la principale faiblesse de la partie la plus forte, c'est l'arrogance et l'ignorance. Quand on méprise un individu tout petit dans un coin, eh bien, on est beaucoup plus vulnérable à tout ce qu'il peut faire. Et c'est ce qui s'est passé, effectivement, sur le plan militaire, sur le plan du renseignement. Tout cet énorme château s'est effondré parce que les autres ont exploité la faiblesse. Un autre combat asymétrique, c'est celui qu'on connaît bien, c'est celui de la communication. Vous voyez, Hamas contre Israël, on en parle quasiment encore aujourd'hui. Vous voyez, de la guerre Hamas-Israël, voilà. C'est pas une guerre contre les Palestiniens, non, on les aime bien les Palestiniens, c'est une guerre contre Hamas. Voilà. Puis il y a d'autres exemples. De l'autre côté, alors la communication, 40 bébés décapités, et c'est toute la presse jusqu'au président américain qui dénonce les 40 bébés décapités, même si c'est démenti le lendemain, on en repasse une couche. Des femmes violées en masse, quand même, me dit Gilles Devers, il n'y a pas eu un seul prélèvement
chez ces femmes violées en masse. Devant un tribunal, ça ne tient pas une seconde. Dans n'importe quel endroit au monde, quand une femme est violée, on a un prélèvement et ça permet de savoir qu'elle a été violée, en plus d'avoir l'identité génétique du violeur. Vous voyez, bon. Donc, toutes ces choses qui sont lancées de manière tout à fait maladroite par la partie israélienne, bon, ça n'empêche que c'est un véritable rouleau compresseur, et rouleau compresseur, les grands médias en sont inondés. Ok. Donc, quelle est dans ce combat médiatique de communication plutôt asymétrique la stratégie du plus faible? Ben, c'est dans la mesure du possible de ne jamais mentir. Vous voyez, ça fait quand même la 4e, 5e offensive, bataille véritablement ouverte qu'on connaît au cours des 15 dernières années. Le nombre de morts et de blessés qui a été fêché et annoncé par le ministère de la Santé à Gaza n'a jamais été contesté, ni pendant, ni après. Pendant au début, mais puis finalement très vite on a dit c'est vrai. Qui oserait contester qu'il y ait aujourd'hui 43 000 morts ou 45 000 morts enregistrés? La liste des 10 000 enfants a été diffusée, vous voyez, c'était l'occasion d'un magnifique rap de Médine qui est très, très émouvant. Et donc, du côté palestinien, on ne peut pas se permettre une fausse nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne donne que les morts enregistrés dans les hôpitaux. On sait très bien qu'il y en a un pourcentage très important, maintenant et de plus en plus important, qui ne sont pas enregistrés dans les hôpitaux. Vous voyez. Donc, ils donnent les chiffres minimums. Lorsqu'il y a eu des dirigeants importants qui ont été tués dans les bombardements, eh bien, ils ont donné leur nom. Voilà. En ce qui concerne la personne que vous avez indiquée, ça n'a pas été confirmé. Et moi, quand il y a deux versions, j'ai toujours tendance à croire la version de l'opprimé, et surtout qu'il y a une ligne de communication. Vous voyez. Donc, je pense ce que vous imaginez que je pense. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe. Mais connaissant un peu le personnage, je ne serais pas étonné du tout qu'il ait considéré que laisser courir le bruit qu'il avait disparu était le moyen de s'assurer une certaine pérennité. Vous voyez? Donc il y a une logique dans tout ça, et moi, c'est mon avis, en tout cas, mais je n'ai pas d'informations spéciales là-dessus. Je vais juste en profiter pour faire une petite précision, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de très récurrent dans les conférences. Quand on parle de la résistance pro-palestinienne, tu pourras me corriger, Christophe, mais le 7 octobre, c'est pas que le Hamas. Le 7 octobre, c'est 14 factions de résistance pro-palestinienne. Donc vous avez, oui, le Hamas, et vous avez des chrétiens, des chiites, des marxistes, des laïcs, il y a beaucoup, en fait, de mouvements de résistance. Ils en ont dénombré à peu près 14 qui sont intervenus le 7 octobre. Donc cette volonté de mettre en lumière uniquement le Hamas, le diaboliser, etc. Comme tu l'as dit, Christophe, c'est un rouleau compresseur. Et je veux juste en profiter aussi pour te poser une question. Comme tu étais très... je sais que Gilles Devers, c'était un grand ami. Je voulais savoir, est-ce que tu avais des informations par rapport au fait que... Bon, moi, c'est quelque chose que je me suis souvent posé comme question. Le Hamas est classé comme mouvement terroriste en France et à l'Union européenne. Est-ce qu'il y a une procédure qui a été lancée par le Hamas, par les représentants du Hamas, comme je sais que Gilles Devers était assez spécial sur cette question de la résistance, etc. Est-ce que toi, tu as des informations par rapport à une solution juridique pour contrer ce classement du Hamas comme étant un mouvement terroriste? Alors, en ce qui concerne le classement sur la liste d'organisations terroristes, ça fait partie de la prérogative des États. Un État, par exemple, peut très bien refuser d'entrer sur le territoire quelqu'un et le foutre dehors sans explication juridique ou autre. Ça fait partie, en gros, des pouvoirs régaliens des États. Bon. Alors, la liste des organisations terroristes ou des personnes classées terroristes, c'est beaucoup plus grave parce que
ça a toute une série de conséquences automatiques, et en particulier le fait que personne ne peut avoir de contact avec eux sous peine d'enfreindre la loi. C'est surtout une catastrophe pour les diplomates, vous voyez. Par exemple, au lendemain du 7 octobre, j'étais stupéfait d'entendre, c'était sur France Culture, un débat avec celui qui connaissait le Hamas. C'était un ancien diplomate, très bien, un type très bien, hein, je vous le dis tout de suite, Yves Aubin de la Messusière, et on l'avait invité parce qu'il connaissait le Hamas. Et il nous a expliqué pendant 10 minutes qu'il avait eu la chance en 2008, on était en 2023, en 2008, alors qu'il était diplomate, il avait eu l'autorisation extraordinaire, le Hamas étant classé sur la liste des organisations terroristes, il avait eu la chance d'obtenir l'autorisation d'aller rencontrer des dirigeants du Hamas en 2008. Vous voyez, voilà. Donc c'était ça, si vous voulez, c'était le représentant, non pas du Hamas, mais en tout cas la personne sachante, le sachant, c'était lui. C'est-à-dire qu'en réalité, avec ce classement, la diplomatie se tire une balle dans le pied, car ils ne savent plus rien. Ils n'ont plus personne à qui causer, et donc c'est une diplomatie en roue libre. Il n'y a plus de diplomatie, puisqu'on ne se parle plus. Le rôle des diplomates, c'est de parler. Donc ce classement sur la liste terroriste, c'est un suivisme des Américains, et véritablement, c'est complètement ridicule pour la diplomatie française elle-même. Vous voyez, bon. Alors, sur le plan des classifications, une classification dont personne ne parle jamais, c'est la classification de l'ONU. Le Hamas, comme le FPP, n'ont jamais été sur la liste des organisations selon l'ONU, tout simplement parce que l'ONU, c'est 190 pays, vous voyez. Quand il y a un vote, il y en a 9 sur 10 qui soutiennent les Palestiniens, et il y en a un qui s'abstient et l'autre qui est Israël et les États-Unis de l'autre. Autrement dit, ça a beaucoup plus de valeur significative, la liste de l'ONU, mais celle-ci, personne, en tout cas du occidental, ne s'en occupe. Alors, ce classement, ça fait très longtemps avec Gilles Devers qu'on sait que c'est une catastrophe parce que ça paralyse les contacts. Tout ce que je vous ai raconté ce soir, ça tombe sous la loi. Vous voyez, je vous ai parlé, en plus d'une façon pas totalement négative, vous voyez, de ce mouvement terroriste. Vous voyez, donc, vous voyez tout ce que je risque. Bon, enfin, ça passe à l'important. Mais en tout cas, ce système est une catastrophe. Et les Palestiniens, les responsables, ont eu du mal, je dois dire, à se mesurer la gravité de l'enjeu. Parce qu'on leur disait avec Gilles Devers, vous savez, le jour venu, il ne restera plus que ça. Et c'est ça qui va vous empêcher à ce moment-là, vous voyez. Les élections, pas de Hamas, organisation terroriste, vous voyez. Voilà. Et donc, je me souviens en disant à Mahmouzar, il y a très très longtemps, je lui disais, vous savez, moi, dans les conférences, je peux vous défendre, mais il y a des moments où il y a des choses de votre côté que vous devriez initier. Ah oui, mais la loi occidentale, tout ça, ça compte pas. Si, ça compte. Un jour, ça comptera. Bon. Moyennant quoi, ils n'ont pas pris la mesure de la chose. Et je dois dire qu'il y a quelque chose que je comprends pas très bien, c'est qu'ils ont désigné, je ne les nommerai pas, des avocats incompétents sur ce domaine. Et donc, ils ont entamé des procédures en envoyant en gros une lettre tous les 3 ans à la Cour européenne de justice, puisque c'est ça dont il s'agit. Et au cours de toutes ces années, en raccourcissant, la seule fois où la chose est parvenue à la Cour européenne de justice, les juges ont dit bah, « écoutez, on est désolé, vous ne nous apportez aucune preuve fiable, tangible, que le Hamas soit une organisation terroriste. Le Hamas n'a jamais fait une action violente en dehors du territoire de la Palestine. Bon, certes, il a sûrement commis des attentats terroristes, mais on n'a pas d'éléments pour enquêter sur ce qui s'est passé à tel ou tel endroit. Il n'a jamais été condamné en Europe, il n'a jamais été même fait l'objet d'une enquête pour activité terroriste. Et ce que vous nous apportez, c'est des articles de presse ou c'est des comptes rendus qui viennent directement de l'armée israélienne. Donc tout ça en droit, ça ne vaut rien. Et donc nous avons retiré, dit la Cour, le Hamas de la liste. Moyennant quoi cette liste, c'est une liste politique.
qui est renouvelé tous les 6 mois. Et donc, tous les 6 mois, vous pouvez retirer, enlever. Le Hamas a été remis sur la liste. Et c'est un mouvement perpétuel qui s'est enclenché. Et il serait inexact de dire que les juges n'ont rien fait, parce que moi j'ai eu et c'est des documents publics que m'a sélectionné Gilles, mais j'ai eu par exemple sur une période donnée, je ne sais plus combien de temps, et 15 fois la Cour européenne de justice a demandé aux avocats du Hamas à la Cour européenne, a demandé aux avocats du Hamas: est-ce que vous avez une observation à formuler? Est-ce que vous avez un recours? Est-ce que vous avez un appel à formuler? 15 fois, 0 réponse. C'est-à-dire que les avocats qui se sont occupés de cette question sont nuls, nuls, nuls. Voilà. Et ça, c'est un énorme problème, et je ne l'ai pas élucidé. Pourtant, ça a été dit et répété et prouvé, mais jamais Gilles n'a été en charge de ce dossier. Très bien, merci beaucoup. Alors pour finir, Christophe... Il y a une dame là. Ah, pardon. Dernière question, très bien. C'est très bien. Attends. Je pense pour finir, ça serait, voilà, je voulais savoir comment vous voyez l'avenir avec les nouvelles évolutions réglementaires pour le CPI, l'arrivée de Trump à la Maison Blanche. C'est un peu difficile, mais est-ce que la trêve est proche? Écoutez, là, je vais reparler de Ronnie Koolman, mais peut-être d'une façon un peu moins positive, bien que j'ai beaucoup d'essais pour lui. Par exemple, Ronnie Koolman et Alain Grèche ont donné un entretien long sur un truc qui s'appelle Thinkerview. C'est des entretiens sans limitation de durée. Donc ça a duré plus de 3 heures sur toute cette question. Plutôt sur ce qui se passait actuellement en Israël et en Palestine. 3 heures, ils ont dit des choses intéressantes, et puis à la fin, le journaliste leur pose la question que vous venez de poser. Et comment vous voyez l'avenir? Et là, silence. Où ils ont dit 2-3 banalités. Manifestement, ils n'avaient pas de choses à formuler. Et je me suis dit, comment c'est possible, ces gens qui connaissent quand même assez bien, même très bien, qui disent des choses intéressantes, qui sont cultivés, comment se fait-il? Parce que l'avenir va arriver, donc c'est important d'essayer d'anticiper. Il ne s'agit pas de jouer les devins, mais d'anticiper simplement. Et je me suis rendu compte que pendant les 3 heures où ils avaient parlé, je ne sais pas s'ils ont donné 4 noms d'Arabes. En 3 heures, vous voyez. C'est-à-dire qu'ils n'avaient parlé, en gros, essentiellement, de ce qui se passait en Israël, de ce que disait Israël, de ce que disaient les Occidentaux, tout en à charge pour critiquer ce que disait Israël, le comportement, etc. Mais finalement, la partie opposée n'était pas appréhendée, si vous voulez. Et vous verrez dans l'introduction du bouquin sur le Cheikh Yassine, il y a quelqu'un qui a écrit un bouquin en 5 volumes, Henri Laurent, 5 volumes de 800 pages sur la question palestinienne, ça s'appelle La question de Palestine, mais 5 volumes, 800 pages, vous voyez. Si vous regardez dans le volume, je ne sais plus si c'est 3 ou 4, qui est consacré à une période qui couvre à peu près la période du Cheikh Yassine, Arafat est cité 300 fois, le Cheikh Yassine 2 fois, vous voyez. Si on voit l'importance finalement de ces 2 personnages historiques sur la situation actuelle, l'importance du deuxième, je ne dirais pas qu'il est plus important, mais elle est énorme, si vous voulez. Et donc finalement, tous ceux qui discutent de l'extrême droite, moi j'aime pas du tout qu'on parle du cabinet le plus à droite de l'histoire d'Israël. C'est d'abord l'histoire d'Israël moderne, bon, c'est un terme déjà, bon, mais je passe. Mais le cabinet le plus à droite, non. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il n'avait pas été aussi à droite, les choses auraient été différentes, vous voyez. Donc tout ça, ça revient à dire que il faut laisser les Palestiniens s'exprimer, notamment par le vote, comment on dit, un vote libre et non faussé, hein, libre et non faussé, parce que ce qui nous pend au nez, c'est un vote faussé. Voilà, les technocrates
Le Hamas, on n'en veut pas, alors je ne sais pas ce qu'on va faire, comment ils vont se débrouiller, mais ça va prolonger les choses. Ça, c'est... Voilà. À partir de là, tout dépend des donneurs d'armes, évidemment. Donc c'est très difficile de savoir ce que les uns et les autres vont faire, mais la seule chose dont on soit certain, c'est qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Alors, premièrement, ça va s'arrêter. Deuxièmement, quelle sera la situation des Palestiniens? Ils seront toujours sur place. Il y avait 2 300 000 Palestiniens à Gaza, il y en aura peut-être 2 millions, ou 1 800 000, ou 1 500 000, vous voyez, mais il y aura toujours des Palestiniens sur place. Donc, il y aura une solution avec un cessez-le-feu et des Palestiniens qui seront présents dans la bande de Gaza. Ce qu'exigent les Palestiniens, c'est au minimum l'évacuation des forces armées israéliennes, la cessation des bombardements, la levée du siège. Bon tant qu'il y aura des soldats israéliens dans la bande de Gaza, il y aura des soldats israéliens qui se feront tuer, il n'y aura pas de véritable trêve, et voilà. Donc de toute façon, on sait qu'on arrivera à cette évacuation. Et on sait que de toute façon, dès que l'évacuation sera faite, et si les frontières sont ouvertes, il y a toute la population mondiale, les 3/4 qui vont abonder. Et ça, en ce qui concerne la reconstruction, je fais complètement confiance aux Palestiniens, parce que même si on dit toute la bande de Gaza est détruite, vous voyez, ça fait 20 ans qu'on entend dire en 2015 la vie sera impossible à Gaza. Puis 2015 est arrivé, ils sont toujours là. En 2020, la vie sera impossible. En 2020, les Palestiniens sont toujours là. Voilà. Donc il y aura toujours des Palestiniens, il y aura la paix, une véritable, un vrai cessez-le-feu, durable, inscrit, contrôlé. Et à ce moment-là, il y aura la reconstruction. Et la reconstruction, c'est pas simplement de reconstruire des maisons. La reconstruction, elle se fait à partir de ce que les gens ont dans la tête. Et la force des Palestiniens, c'est qu'ils sont extrêmement éduqués. Ils ont des compétences absolument incroyables et ils le montrent parce que finalement, ils reconstruisent en permanence. Vous voyez ? Donc, finalement, ça pourrait être beaucoup plus rapide qu'on l'imagine. Souvenez-vous, en 2005, les Israéliens ont détruit tous les bâtiments des colonies qu'ils occupaient à l'intérieur d'Israël, oui, qui faisaient 30 à l'intérieur de Gaza, qui faisaient 30% de la surface de Gaza, ils ont tout détruit. Et on a dit il faudra 15 ans rien que pour résorber les décombres. Et puis on a dit on va créer une île artificielle en face de Gaza pour rien que pour pouvoir évacuer les décombres des destructions. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de tout ça. Ils nous ont donné la meilleure leçon de recyclage des décombres qu'on puisse donner, c'est-à-dire que pour chaque bâtiment détruit, 80% a été récupéré, que ce soit le fer, le béton, le concassage, etc. Et on reconstruit. Moi, je regarde toujours dans les vidéos, je vois évidemment toutes les destructions, mais c'est focalisé sur la partie détruite. Puis vous voyez en bordure, il y a quand même ceci, il y a quand même cela, vous voyez. Des hôpitaux que je connais bien qui ont été déclarés détruits, comme Shifa, ou comme l'hôpital Nasser de Khan Younis, sont des hôpitaux, sont des structures où il y a un redémarrage. Autrement dit, évidemment, ce redémarrage n'est pas à la mesure des besoins, mais ça redémarre, vous voyez. Autrement dit, moi je pense qu'on sera surpris de la rapidité de la reconstruction de Gaza. Inch'Allah. Merci infiniment. Merci à toutes et à tous. Merci à notre invité de ce soir, Christophe Ogana, pour cette conférence de très grande richesse. Je vais vous inviter à ceux qui le souhaitent, vous procurer son livre. N'hésitez pas, petite séance de dédicace, vous pouvez aller vous restaurer. Et si vous souhaitez aussi nous donner un petit coup de main financier, un petit don pour nous aider à participer au paiement de la salle, etc., ça serait la bienvenue. Je vous remercie beaucoup. Voilà, bonne soirée.